Alors, on va parler du Rituel aujourd'hui, le Rituel, ou The Ritual, film qui est sorti récemment, mais qui est adapté d'un livre donc que j'avais lu il y a quelques années de cela, et qui, là, a bénéficié d'une adaptation cinéma plutôt réussie. Et c'est assez rare, justement, pour que ça soit précisé. Donc, c'est assez difficile d'adapter de bons romans d'horreur, et je trouve que le Rituel en fait partie, même s'il n'est pas super bien écrit. Alors, ça, c'est autre chose, mais là, je parle juste du style. Le style d'écriture est assez simple, assez basique, ça n'a rien de surprenant. C'est plus l'histoire qui est riche, c'est plus la dynamique à l'intérieur, entre les personnages, qui est bien recherchée, qui est bien trouvée. Et le film a essayé de respecter ça. Le film a essayé de retranscrire cela au mieux. Et ça, c'est très louable. C'est très louable. C'est pour ça que j'ai eu envie de parler du Rituel. Donc, au départ, on a donc ce livre, donc, qui est classé dans la catégorie horreur. Alors, je trouve que ce n'est pas le trait le plus intéressant de cette histoire. Le Rituel n'est pas plus un bon livre d'horreur qu'il n'en est un drame. C'est un drame avant tout. C'est un drame de l'amitié, c'est une dynamique de groupe, des amis qui sont connus jeunes et que le temps a un peu éloigné. Et qui essaient de se réconcilier à travers un voyage au cours duquel ils vont se confronter à des difficultés et ces difficultés vont faire que les dossiers vont remonter. C'est littéralement ça. C'est une sorte de road trip. C'est un road trip mais avec un aspect d'horreur à l'intérieur qu'on pourrait enlever et l'histoire serait tout aussi intéressante. Par là, je ne dis pas que si on l'enlève, ça ne change rien à l'histoire, mais ça fait une autre histoire, mais qui est tout aussi intéressante. C'est juste que par contre, l'horreur met tout cela dans un contexte autre. Mais je développerai un peu ce que je veux dire plus tard, une fois qu'on aura un peu compris comment ça se passe. Donc, bien entendu, comme pour les autres films dont on a pu traiter ici et qui partent d'un livre, on va faire un peu le comparatif des deux. À la fois pour voir les intentions traitées chez l'un et chez l'autre, et comment justement ces intentions ont pu être transmises à travers l'écriture ou à travers l'image pour le film. Et pour une fois, déjà que c'est un argument qui n'a pas d'intérêt, mais pour une fois, je ne peux pas dire ouais, mais c'est mieux dans le livre. Là, c'est vraiment pas ça. Le livre, c'est autre chose. Le livre part vraiment sur autre chose, mais reste quand même assez fidèle au livre, si c'est possible, ça. Mais voilà, c'est ce qui est fait là, je trouve. On part du même groupe d'amis, donc ils sont 4, ils vont être 4 amis, et à l'intérieur, il y a cette figure de l'artiste maudit un peu dans ce groupe. C'est celui qui est un peu l'exclu. Il y a le personnage que j'ai envie d'appeler normal, le mec qui a une vie tranquille, quoi, avec sa femme, un boulot simple, sympa, etc. Et les deux autres, qui sont ceux qui ont réussi, qui sont dans le business, et voilà, qui parlent chiffres, qui parlent affaires, qui parlent responsabilité, etc. Et je me plais à imaginer que l'auteur, en fait, c'est un peu décrit à travers l'artiste maudit dans cette histoire. Je préciserai bien sûr de qui je parle après, mais juste pour dire, j'ai l'impression quand même qu'il y a comme une sorte de vécu là-dedans. Ça a l'air tellement personnel, dans le livre en tout cas, c'est beaucoup moins transparent dans le film, mais dans le livre, c'est tellement flagrant, on dirait vraiment du ressenti. On dirait que c'est quelque chose de très profond, et j'ai presque envie de croire que c'est l'auteur, d'autant plus que je trouve qu'il y a des traits communs avec le héros, donc Luc, donc cet artiste maudit, qui aime la nature, qui aime etc. Et justement, il se trouve que l'auteur, donc Adam Nevel, a un peu ces caractères-là, je trouve. Donc si on le suit un peu sur Twitter, tout cela, on voit bien, voilà, qu'il aime être seul, qu'il fait ses randonnées, voilà. Donc ça ne change rien à l'histoire, bien sûr. C'est juste une petite parenthèse. Ça ne change rien à l'histoire. C'est une petite parenthèse, mais j'ai l'impression vraiment qu'il a connu un temps de galère avant que ses livres ne fonctionnent. Et dans cette période de galère, il était dans le doute, il était dans le trouble. Il voyait ses amis qui, eux, avaient choisi des voies un peu plus sûres. Lui s'était lancé dans la littérature, et du coup, il a dû faire des boulots alimentaires. Et forcément, ça fait qu'on se pose des questions. On se dit, est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce que, voilà, les autres, pendant ce temps-là, font des familles, font des gosses, etc. Et lui est là, posé, et ça marche pas forcément, quoi. Ça marche pas forcément tout de suite. Il a écrit un autre roman qui s'appelle Appartement 16, et dont j'ai écouté l'audiobook aussi. Et pareil, il est veilleur de nuit là-dedans. Enfin, je crois que c'est lui le veilleur de nuit. Il y a un personnage du veilleur de nuit, j'ai vraiment l'impression que c'est lui aussi, quoi, en fait. Ce personnage un peu aigri, un peu frustré. Mais, donc il décrit les autres comment ils ont réussi, etc. Mais c'est pas si simple que ça, hein. C'est vraiment pas si binaire, hein, vraiment. Donc les autres ont aussi leurs démons, et lui a au moins assez de recul pour reconnaître les siens. C'est-à-dire que derrière tout ça, il est quand même jaloux. Il a beau dire oui, mais moi au moins je suis vrai, moi au moins je suis fidèle à mes engagements. Enfin, je cherche quelque chose d'autre. J'ai osé prendre un risque, alors que les autres ont choisi la facilité, la sécurité et l'argent. Je suis quand même jaloux de leur situation. Il le dit quand même, il le dit. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est pas. Alors que souvent, si je peux me permettre de le comparer à Stephen King, le personnage de l'écrivain chez Stephen King, c'est le seul personnage, on va dire, normal. On a souvent l'impression que tous les autres, c'est des connards, en fait, vraiment. Donc le personnage fragile et incertain qu'est l'auteur, chez Stephen King, souvent,
il est sensible, c'est lui, c'est le bon gars. Finalement, putain, c'est le seul personnage décent, j'ai envie de dire. Ça me fait penser à Jusqu'en enfer, juste avant. Christine, pour moi, était la seule protagoniste dans cette histoire à être décente, quoi. Tous les autres étaient de sombres, d'obscurs enfoirés, quoi. Donc là, ce n'est pas le cas. Les personnages sont mieux colorés. Et on va voir un peu comment c'est repris, comment c'est développé, tout ça. Et je pense que ça tient pour beaucoup à une introspection assez sincère que l'auteur a fait sur lui-même. Et donc, une fois que cette couche est introduite dans l'histoire d'horreur, en fait, tout d'un coup, on a plus de la chair à canon, quoi. C'est plus des personnages qui doivent juste se faire trucider. On a des personnages dont la dynamique interne, dont les interactions sont intéressantes à suivre. Et c'est ça que j'apprécie dans ces histoires-là. C'est qu'au-delà de l'horreur, il y a quelque chose d'autre à résoudre à travers l'horreur. Ou qui se résout grâce à l'horreur. Ou voilà, que l'horreur, en tout cas, mais voilà. L'horreur, à un moment donné, va mettre les cartes sur la table. Voilà. L'horreur ou la difficulté. Ici, la difficulté est horrifique. Voilà. Donc, c'est ça que j'apprécie. Donc, on va procéder de la même façon. On va parler du film, on va parler du livre en même temps. Quand ça devient un peu plus compliqué, je prendrai le temps de définir très simplement ce qui se passe dans le livre ou dans le film, et ensuite je ferai le parallèle avec le livre plus en profondeur pour ne pas tout embrouiller non plus. Mais voilà, les deux histoires se suivent de manière assez synchrone tout du long, donc ça ne sera pas nécessaire. Mais effectivement, vers la fin, il y a un point de bifurcation, il y a un point où les deux histoires prennent vraiment un sens bien différent dans mon interprétation en tout cas. Et c'est bien sûr là que je définirai ce que chaque médium a fait comme choix. Cette dissociation se fait principalement dans la deuxième partie. En gros, l'histoire est en deux parties. On a ces amis qui vont dans la forêt, il va se passer des choses dans cette forêt. Ils vont avoir affaire à une créature particulière, qu'on va définir tout à l'heure. Et cette partie d'horreur va vachement faire penser à Predator un peu. On est dans la forêt, il y a une créature qui nous chasse, qui commence à nous abattre un par un. Donc ça m'a vraiment fait penser à Predator un peu. Il y a des aspects un peu de Predator, surtout si on enlève, comme je disais, l'aspect dramatique de cette histoire, l'évolution de l'amitié entre ces hommes. Si on enlève cela, c'est Predator. Si on le garde, c'est autre chose. Ensuite, après l'intervention de la créature sort un peu de l'histoire. Elle reviendra à la fin, mais elle sort un peu de l'histoire pour laisser la place à d'autres intervenants. Et c'est là que le film et le livre font des choix absolument opposés. Mais d'autres thèmes vont être, donc au-delà de la survie, d'autres thèmes vont être apportés dans cette deuxième partie. Il y aura les questions de conflit de croyances, des croyances, mais surtout du conflit des croyances, de la place d'un retour du paganisme, ou en tout cas d'un culte guerrier, dans ce siècle éclairé et sensible. On reparlera de divinités oubliées, voilà. Et même de divinités sombre en fait, qui constitue comme une sorte de retour aux sources censé purifier en fait un état de dégradation ou de débauche de la société moderne, contemporaine. C'est vraiment une autre question et elle est bien traitée dans le livre et ce n'est pas le choix que fera le film. Donc c'est là le point de bifurcation. Donc on verra ça bien sûr plus en profondeur plus tard. Donc alors pour commencer l'histoire. Là nous avons 5 amis de l'université. Donc dans le film, nous avons Phil, nous avons Dom, nous avons Hatch, nous avons Luke, nous avons Rob. Alors dans le livre, ils ne sont que 4. Alors, les protagonistes du livre sont Phil, Dom, Hatch et Luke. Luke est donc notre héros principal, cet artiste maudit, j'ai envie de l'appeler, ça simplifiera les choses. Hatch est un peu le leader du groupe, la personne normale un peu. Donc il est marié, il a une boutique de vélo, voilà, le mec simple qui ne s'est pas trop étalé, qui a tout gardé assez proche de lui, qui s'est installé à la campagne, etc. On a Phil et Dom qui sont les businessmen. C'est eux qui ont réussi. Souvent, Luc va les appeler les fatsos, donc parce qu'ils sont un peu grassouillés, un peu gros, et voilà, c'est des businessmen, Le film va décider de rajouter un personnage qui va s'appeler Rob. C'est le gars sympa, le bon gars qui doit se marier, qui va bientôt se marier. Le film le rajoute pour en fait accélérer le drame. C'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes personnages dans le film, hein. On a Luke aussi, on a Hatch, le leader, on a Phil et Dom, les businessmen, quoique ici leur côté businessman est absolument atténué. On le sent presque pas, vraiment. On le sent presque pas. C'est pas du tout mis en avant, mais tout simplement parce qu'en fait dans le livre, ce conflit entre les 4, ce qui les sépare comme ça, le problème c'est que ce drama met du temps à se mettre en place. Quand les amis se revoient et qu'ils ont fait des choix comme ça un peu distincts, qui les auraient éloignés, mais qu'ils essaient quand même de faire un effort, etc. En fait, ça c'est bien traité. Ça fait vraiment des films à la française, j'ai envie de dire, même si ça ne veut rien dire ça. Mais ça prend du temps. C'est dans les répliques, dans la façon de répondre, dans la façon d'ignorer les interventions de l'autre, dans la façon qu'il essaie de ramener. Et Luc, justement, va avoir du mal, dans la dynamisme de groupe, à imposer son avis, à dire ce qu'il pense. Donc lui veut parler de musique, veut parler d'une jeune fille avec qui il sort en ce moment, qu'il a rencontré sur le moment. Eux, ils sont mariés, ils ont leur femme, ils sont posés, donc ils s'en foutent en fait.
soit ils s'en foutent, soit en fait ils ne veulent pas en entendre parler. Soit par regret ou par amertume, ou parce que tout simplement ils ne peuvent plus se le permettre ça. Ils ne peuvent plus. Ils sont mariés, ils sont posés et ça ne se passe pas bien avec leur femme, on verra ça plus tard. Mais du coup ça les emmerde ça, ce que Luke a leur raconté. Et Hatch en fait va être tout le temps occupé à essayer de faire l'intermédiaire entre les quatre. Quand il voit que là tout d'un coup les autres ont un peu exagéré, que Luke est vexé, il va relancer la discussion, etc. Donc voilà. Bah ça, dans un livre ça passe parce qu'on peut décrire les sentiments intérieurs, profonds, tout ça. Dans un film ça peut être très vite chiant. Donc l'astuce que le film a trouvée, c'est de créer un drame qui va les amener au même résultat. Parce que le résultat final, ce qu'on veut, c'est que ces quatre personnages fassent une randonnée. C'est tout. Dans le livre, cette randonnée, ils la font parce que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas retrouvés. Ils voulaient un projet commun pour refaire un bout de chemin ensemble. Parce qu'ils se sont connus à l'université, ils ont déliré ensemble, ils étaient jeunes, ils étaient chauds, ils étaient tout le temps fourrés ensemble. Ils fumaient ensemble, ils buvaient ensemble, ils se prenaient des cuites ensemble, etc. Donc avec le temps, ils ne le font plus ça. Donc ils vont faire une randonnée et espérer relancer la dynamique, ressasser un peu de nostalgie du bon vieux temps. Et donc, il décide de faire une randonnée parce que tout simplement, Luke, en fait, n'a pas beaucoup de moyens. Vu le boulot qu'il a, Luke travaille vu que ses projets, en termes de musique, n'ont pas marché, il travaille dans une boutique de vente de CD. Donc, il n'a pas beaucoup de moyens. Donc, il pouvait pas se permettre un voyage trop cher ou voilà, il voulait aller en Égypte, je ne sais plus quoi. Donc, c'est obligé de faire une pauvre. Donc, ils sont obligés, au final, de faire une randonnée en Suède. Donc, voilà pourquoi ils choisissent la randonnée dans le livre. Dans le film, les quatre potes se retrouvent autour d'un verre. Et il commence à se dire, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un truc ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On sent que Luke est bizarre, déjà. On sent effectivement, le film essaie de nous montrer que ce mec n'est pas comme les autres dans le groupe. Et ça, en jouant sur les regards, en jouant sur les réactions, etc. Parce que déjà, pendant qu'ils essaient de discuter, de trouver une idée, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Il y en a un qui propose d'aller faire de la plongée, il y en a un autre qui propose, et il y a Rob, donc qui est la pièce rajoutée. Rob qui propose d'aller faire une randonnée. En forêt, dans une forêt en Suède. Donc les autres lui disent, mais va te faire foutre, quoi, sérieux, à quel moment? Donc ça ne leur dit rien du tout. Donc là, ils décident de partir tous. Au moment de partir, on a Luke en fait qui va dire, bon allez, je vais me prendre une dernière bouteille dans une épicerie, une dernière petite bouteille qui est avec moi. Et on voit le regard des autres en mode, mais mec, t'es sérieux en fait? Et c'est là. C'est comme ça que le film commence à nous montrer que Luke est un peu déphasé, c'est un peu l'outcast, c'est un peu le cassos du groupe, voilà, pour dire simplement. C'est un peu le cassos du groupe. Je crois même il y a Hatch qui lui dit, mais attends, mais on est en pleine semaine là. Demain je travaille moi, tu vois, un truc comme ça. Mais Luke s'en fout, en fait, il va aller boire sa bouteille. Et donc, quand je dis qu'il nous est décrit du coup comme un cassos, moi, en réalité, le premier truc que je vois de Luke, c'est que c'est un peu l'alcoolo fêtard, ou en tout cas le gars qui pousse le délire très loin, et que les autres ne peuvent pas suivre. C'est comme ça que je l'ai vu. Et effectivement, ça a été renforcé dans la suite de l'histoire, parce qu'à aucun moment, leur choix de vie n'est vraiment mis en avant et que ça impacte en fait. Pas du tout. Si on n'a pas lu le livre, on ne part pas du tout vers ça, pas du tout. Donc le film a fait un autre choix. Et ce qui va être regrettable, c'est qu'il va quand même essayer d'aller gratter un peu les caractéristiques du Luke du livre. Mais ces deux personnages n'ont rien à voir dès le départ. C'est l'outcast. Ça, c'est leur point commun. C'est l'outcast, mais pas pour les mêmes raisons. Luke, dans le livre, est l'outcast car il a fait un choix de vie un peu bohème, bohème, c'est le mot, bohème. Il n'a pas cherché un boulot stable. Pour lui, c'est juste alimentaire pour le moment parce qu'il est dans ses projets de son, de musique, etc. Il veut parler de bar, il veut parler de musique, il veut parler de CD, il veut parler de... Voilà, c'est son monde à lui. Et pour le moment, il vit dans une petite piole qu'il a eue quand il était à l'université, qu'il n'a toujours pas quitté, mais voilà, il est célibataire, voilà. Les autres sont casés, sont posés. C'est pour ça que Luke est un cassos. Et il n'arrive pas à suivre financièrement aussi. Donc, automatiquement, il y a plein d'activités qu'il ne peut pas faire avec les autres. Ce qui fait que les autres, eux, ont poursuivi leur relation, leur sortie ensemble, mais Luke, petit à petit, s'est retrouvé un peu ostracisé, un peu isolé. C'est ça, le Luke du livre. Le Luke du film, concrètement, de ce qu'on en voit, c'est juste un alcoolo au départ. C'est un alcoolo, et on va voir ce qui va se passer ensuite à cause de cette scène-là. Ce moment où il dit, je vais aller boire, qui me suit. Donc, les autres se défilent, mais bien sûr, on a le bon gars, on a Rob, qui dit, bah attends, moi je suis chaud, bah allez, vas-y. Mais on sent qu'il le fait plus pour ne pas le laisser seul, mais que ça ne l'intéresse pas du tout. Ils vont donc rentrer dans la boutique, donc Luke va chercher sa vodka, et Rob, pendant ce temps-là, traîne vers la caisse, et c'est là qu'ils se rendent compte, en fait, qu'ils sont tombés en plein braquage. Parce qu'ils voient une femme qui est planquée, là, qui est ensanglantée, qui est planquée dans un coin, et qui les regarde avec un regard d'appel à l'aide, quoi, au secours. Donc là, ils se figent tous les deux, et là, on découvre, en fait, que les braqueurs étaient dans un KGB, enfin, dans la réserve, en fait, avec sans doute un autre vendeur, qu'ils avaient pris en otage. Donc, ils ressortent avec lui, et là, ils voient Rob. Mais ils ne voient pas tout de suite Luke. Et là, Luke, ce qu'il fait, c'est qu'il se défile complètement. C'est-à-dire qu'il a sa bouteille de vodka dans les mains, et il recule, ce qui fait que les autres ne le voient pas, il se planque derrière, derrière les rayons. Rob le regarde en plus. Rob, à un moment, enfin, se tourne et lance ce regard à Luke, mais et Rob est le bon gars, donc il le balance pas, il dit pas, mais viens m'aider connard, ou il dit pas, mais qu'est-ce que tu fous? Enfin,
C'est pas ce qu'il dit. De toute façon, là, ça se passe trop vite. Il n'a pas le temps de réagir parce que les deux autres l'apostrophent et lui disent tu me donnes ce que t'as, etc. Donc voilà. Donc là, on a affaire à des braqueurs très motivés. Tu vois, la caisse ne leur suffit pas. Donc là, ils s'attaquent à un client. Donc il demande à Rob du coup son portefeuille, son argent, etc. Et à un moment donné, il lui demande sa bague de fiançailles parce que Rob est censé se marier. Et donc je crois que la randonnée ou l'activité qu'il propose d'ailleurs, c'était peut-être pour l'enterrement de vie de garçon, mais je ne suis plus sûr. Donc Rob est censé se marier. Et donc quand il lui demande la bague, bien sûr, il dit non. C'est assez chaud de donner sa bague quand même de fiançailles. Donc on peut pas lui en vouloir, même si on y réfléchit bien, ça reste du matériel. Vaut mieux rester en vie et perdre la bague qu'autre chose. Mais bon, toujours est-il qu'il dit non, vous pouvez tout avoir, mais pas la bague. Et bien sûr, les braqueurs ne le prennent pas bien. Et il y en a un en fait qui attaque Rob. À ce moment-là, on voit quand même que Luke est en train de se dire, là, j'y vais, je vais l'aider, je vais lui prêter main forte parce qu'il regarde la bouteille et il envisage d'utiliser comme une arme, en fait. Mais avant qu'il ne fasse le pas, Rob se prend un coup sur la tête, en fait, l'autre lui éclate la tête, en fait, littéralement avec un bâton ou je ne sais pas avec quoi, il lui éclate le crâne, il finit par terre ensanglanté et l'autre continue à s'acharner, en fait. Il lui explose le crâne. Et il s'enfuit ensuite. Et Luke ne bouge pas. Voilà ce qui va hanter Luke pendant tout le reste de cette histoire. Donc on voit très bien que les deux ne sont pas hantés par les mêmes choses. L'un, celui du livre, est hanté par les choix de vie. Celui du film est hanté par ce moment de lâcheté. Ce moment où il a laissé son pote, un de ses meilleurs amis, en tout cas celui qui apparaît comme étant le plus cool, se faire tuer sous ses yeux, sans intervenir. J'ai bien vu qu'ils essayaient de ramener un peu l'alcool là-dedans à chaque fois, mais en fait, en réalité, Luke, on le verra boire peut-être 2 fois dans ce film. Donc en fait, l'alcoolisme n'a pas du tout été exploité. Mais alors du tout. Ils ont voulu en faire un cassos, mais son problème, c'est de ne pas être intervenu au bon moment. Et il n'y a pas besoin d'alcool pour ça. Il n'y a pas besoin d'alcool. La lâcheté suffit en vrai. La lâcheté suffit. On aurait très bien pu avoir Luke, juste s'étant défilé à ce moment-là, et que ce soit ça son plus grand regret. Ça suffisait largement. C'est ça qui va le ronger pendant toute l'histoire. Et c'est ça en fait qui creuse définitivement le fossé entre lui et ses amis après. D'autant plus que, sans le dire, les autres vont lui en vouloir pour cela. Vont lui en vouloir de ne pas être intervenu. Parce qu'il va sortir de la boutique. Parce que les autres, pendant ce temps-là, attendent dehors. Hein. Hatch, Phil et Dom, ils attendent dehors. Personne ne se rend compte de ce qui se passe. C'est après qu'ils vont découvrir sans doute le corps de Laramie mort par terre et Luke dans un coin avec pas une goutte de sang sur lui, quoi. Donc le mec n'a absolument rien fait. Ils vont lui en vouloir pour ça. Mais l'alcool, malheureusement, n'intervient pas. Et je comprends qu'ils aient voulu faire de Luke un cassos dont les choix de vie ont mené à cela. Parce que dans le livre, il y a un retournement. Au départ, ce sont ses choix de vie, en fait, qui font que Luke est ostracisé ainsi, que c'est le bohème. C'est lui qui a choisi cela. Les autres ne comprennent pas, d'ailleurs. Ils font, mais qu'est-ce que t'attends pour trouver un taf? Qu'est-ce que t'attends pour trouver une meuf? Pose-toi un peu, tu vois. Il a fait, non, c'est pas ça son choix, c'est pas ce qu'il veut. Il ne veut pas de compromis, il ne veut pas être jugé par rapport à ce qu'il gagne, etc. Il va vivre sa vie comme il l'entend, comme machin. Tout en regrettant, quand même. Il assume, mais voilà, moyen, quand même. Il a des moments de doute. Mais c'est ça, ce sont ses choix qui ont creusé ce fossé entre lui et ses amis. Et il s'est dit, mais est-ce que ça valait le coup, quoi? Est-ce que vraiment cette vie que j'ai choisie, ça valait le coup? Parce que merde, je suis dans une pauvre chambre de bonne et je peux même pas suivre mes potes dans leur voyage, quoi. On est obligé de faire un compromis pour pouvoir aller faire de la randonnée parce que c'est tout ce qu'on peut se permettre, en fait, vu que je suis dans la team, tu vois. C'est ça qu'il doit assumer. Dans le livre, il assume ce moment de lâcheté, mais malheureusement, je trouve que ce moment n'est pas assez fort. C'est ponctuel. Il a fait une grosse connerie à un moment T. Il aurait fallu que ce soit un truc sur du plus long terme. Et là, par exemple, le choix de Luke dans le livre, c'est quelque chose vraiment qu'il a rongé sur du long terme et on comprend à ses réflexions, à ce qu'il se dit, que merde, est-ce que ça valait le coup en fait? Est-ce qu'il doute? Il est dans le doute permanent. L'autre Luke là, ok, il a voulu prendre une bouteille, ça a mené à la mort de son pote, mais je pense ça aurait été appréciable de mieux lier les deux. C'est-à-dire que son problème avec l'alcool, ce mec, c'est notre pote, mais c'est un putain de cassos, et en fait, avec l'alcool, il est intenable, il est ingérable, et en fait, c'est ça qui c'est cet alcool, c'est ce caractère de merde qu'il a qui nous a menés dans cette situation. Et notamment à la mort d'un ami, par exemple. Parce qu'il a bu, il s'est embrouillé, et du coup, en fait, là, ça a mené à ça, comme accident. Mais il boit justement pour oublier ses problèmes, etc., peu importe. Mais on aurait pu mieux imbriquer les deux. D'autant plus qu'à un moment donné, il ressort de l'alcool. Il y a une autre scène où il va ressortir l'alcool, il ressort la fiole, je sais pas ce qu'il essaie de faire, puis il repense à la scène, puis il range sa fiole, enfin... C'est mal tissé tout ça. Ça me parle beaucoup plus, quoi, la scène des amis qui font, mais putain, mais t'as vu où ça nous mène tes conneries, quoi. Tu crois pas que tu pousses pas le bouchon trop loin, sans jeu de mots? Enfin si, avec jeu de mots, du coup. Voilà, donc ça c'est dommage. Mais donc voilà le Luke du film. Et la bouteille est là juste pour renforcer le côté cassos, parce que c'est censé être un cassos dans le livre, et je pense qu'ils ont voulu représenter ça d'une manière visuelle qui parle rapidement. Or, visuellement parlant, le choix de vie, ça demande une belle écriture pour bien le montrer peut-être. En tout cas, c'est plus difficile. Alors qu'une bouteille dans la main, et puis un mec voilà. Rapidement, on le catégorise alcoolique, cassos, voilà. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix-là. Et c'était un peu maladroit. Légèrement maladroit. Donc j'ai bien insisté là quand même sur le caractère de Luke, mais c'est important. C'est vraiment son caractère qui définit la tournure des événements.
entre les amis en tout cas, et d'ailleurs même des conséquences plus profondes, mais ça on le verra après. Le Luke du livre est un mec normal, c'est un mec normal qui a fait un choix qu'il n'assume pas, et c'est autre chose, et du coup, il est presque parano. Pour lui, les gens ne le calculent pas, les gens ne le respectent pas assez, etc. Enfin, il y a un moment où on ne sait pas si ça vient des autres ou ça vient de lui, et c'est ça qui est intéressant justement. Et du coup, il compense avec un peu de bravado excessif, et il n'y a que Hatch qui voit en fait à travers le masque. Et il est en colère, il est surtout en colère en fait, et quand il compense comme ça en parlant de meuf, en parlant de machin, etc., bah, ses potes, là, qui ont des responsabilités et qui galèrent dans leur vie, c'est des businessmen, machin, mais il faut quand même taffer, tu vois, il envoie chier, en fait. Ils ont pas envie qu'il leur rappelle qu'il peut baiser toutes les gamines qu'il peut, enfin. Et on va voir, justement, où va mener ce type d'interaction. Elle va avoir une importance capitale dans cette randonnée. Et de l'autre côté, le Luke du film a aussi une culpabilité énorme. Alors lui, c'est plus de l'ordre de la culpabilité. Littéralement. Lui, c'est plus de l'ordre de la culpabilité. Il s'en veut. Il s'en veut d'avoir été lâche. Il s'en veut de ne pas avoir été présent, de ne pas avoir aidé. C'est la culpabilité. C'est pour ça que j'estime que c'est un autre personnage. Ils n'ont pas du tout les mêmes démons. Et limite, ce qui va l'intéresser, c'est retrouver son estime pour soi, l'estime de ses amis, j'irai pas jusque là, mais peut-être mettre les choses au clair, mais ils y arrivent pas, en fait. C'est compliqué, quoi. Comment tu mets ce sujet sur la table? Écoutez, les gars, je suis pas intervenu, mais putain, c'est pas de ma faute, quoi. C'est compliqué. Mais c'est ça qui va ressortir, c'est ça qui va, ils vont percer l'abcès à un moment donné, mais ils iront pas jusqu'au bout. D'ailleurs, parce que ce n'est pas résolu. On peut pas le résoudre, ça. Ce que le film a lancé, ce que Luke est, on ne peut pas le résoudre. Des choix de vie, c'est autre chose. Faire des choix de vie, en tout cas tel que je le présente là, faire des choix de vie, c'est autre chose. Je fais des choix de vie, ça nous a éloignés, mais qu'on arrive à se réconcilier, à comprendre qu'on n'est pas si différent que ça, et que putain, mais on peut peut-être encore être potes, c'est une chose. Il y a un espoir, et d'ailleurs, on l'atteint cette résolution à la fin. Luke se réconcilie, après que tout est pété, que voilà, qu'on ait ouvert les plaies, qu'on est fouillé dans le pu, à la fin, il y a une sorte de réconciliation. Il y a une sorte de réconciliation vraiment honnête et sincère, en fait. Où on baisse nos gardes et on se parle entre nous. C'est pas que c'est plus difficile dans le film, mais là, je trouve que Luke, son problème, c'est avec, c'est lui qui est mort, en fait. Il s'en veut d'avoir laissé mourir un ami. Donc, ses autres amis peuvent lui en vouloir de ne pas avoir été présent, de ne pas avoir, etc., machin. Bon, quelle résolution peut-on vraiment avoir? Même si on en arrive à, écoute, ne t'en veux pas, nous on t'en veut pas, etc., machin, super, mais son problème n'est pas avec eux. C'est surtout, son problème, c'est avec lui-même, cette culpabilité qu'il tient en lui-même par rapport à cet ami qu'il n'a pas aidé, qui est mort de toute façon maintenant, donc il n'a rien à régler avec cette personne-là, c'est juste par lui et sa conscience. Et arriver à se pardonner cela, je trouve que ça commence par lui-même. Je ne vois pas ce que ses amis ont à faire là-dedans, en vrai. Eux peuvent lui en vouloir et petit à petit, avec le temps, lui pardonner. Mais ça ne les regarde pas directement, j'ai envie de dire. Ça ne les regarde pas directement. Donc voilà pour moi pourquoi les deux Luke n'ont absolument rien à voir. Donc l'histoire commence. Donc voilà, on en arrive à la conclusion qui nous intéresse, c'est que dans tous les cas, il faut qu'on soit en randonnée. La conclusion est la même. Les Luke sont différents, mais la conclusion est la même. Les uns vont faire une rando parce que Luke n'a pas d'argent, donc on est obligé d'aller faire une pauvre rando de merde dans une forêt. Et finalement, c'est une rando c'est une bonne rando au final. On va voir, mais elle se passe pas comme prévu, mais l'idée de départ est sympa. Et dans le film, on va faire la rando parce que c'était la dernière volonté de Rob. Donc pour lui rendre hommage, 6 mois plus tard, le groupe va aller faire une randonnée donc vers cette forêt en Suède. Alors c'est pas exactement dans la forêt qu'ils la font, mais aux alentours de la forêt. Mais on va voir qu'ils vont être amenés à devoir pénétrer la forêt à un moment donné. Donc le résultat est le même. On n'est pas parti du même point, mais on arrive à la même conclusion. Donc c'est pour ça que je trouve que le film, malgré tout, arrive à trouver sa propre dynamique et ses propres enjeux et amener ces personnages là où il veut, mais de manière cohérente. Donc commence le road trip qui va dériver, bien sûr. Donc je rappelle un peu les rôles que nous avons. Donc nous avons nos 4 personnages. Luke, personnage principal, hanté par ses démons, sa culpabilité dans le film, son mode de vie dans le livre. On a Hatch qui est un peu le liant, c'est un peu lui qui fait la transition. C'est un peu lui qui fait l'intermédiaire entre Luke et les deux autres. Les deux autres, donc, sont Phil et Dom, qui sont les businessmen, qui sont ceux qui ont réussi, en apparence, du moins, qui vont reprocher un peu à Luke ce qu'il est. En tout cas, qui lui rappelle constamment ce qu'il n'est pas, en tout cas. Alors, cet aspect est bien sûr plus prononcé dans le livre, comme je disais, vu que c'est dans le livre vraiment qu'ils sont des businessmen avérés. C'est des gens qui ont vécu par cela, en fait, en investissant, en faisant beaucoup de blé, etc. Hatch, lui, a une vie assez simple, il conduit il a sa petite boutique de vélo, il est content, il est bien. Il est marié, il est tranquille, il est posé, quoi. Dans le film, Hatch est effectivement l'intermédiaire, c'est un peu le leader de groupe, même au début d'ailleurs, on pourrait dire, tout comme il est dans le livre d'ailleurs, mais dans le film, son caractère est vraiment très poussé à décider un peu, à amener les gens, à mener la team. Et en réalité, Dom et Phil ne sont pas si différents de lui, sauf que, c'est juste qu'ils suivent, en fait. Mais il n'y a pas un aspect businessman qui est bien mis en avant, etc. Mais par contre, effectivement, on sent que Dom a un problème avec Luke. Et c'est pas lié à son mode de vie, c'est juste qu'il lui en veut, en fait, d'avoir été si lâche, quoi, littéralement. Et c'est ça. Donc,
Quand ils vont enfin, donc ils vont commencer leur escalade, en gros ils font le fameux King's Trail, donc c'est une randonnée en Suède. Ils vont arriver en haut d'une montagne, je sais pas où c'est exactement, mais voilà, là ils mettent des objets qui ont appartenu à Rob, et là ils prennent un whisky qu'ils versent un peu, enfin ils boivent tous, chacun ils versent un peu à sa mémoire, ils en versent un peu par terre à sa mémoire. Et là Dom va dire ça n'aurait jamais dû arriver. Et quand il dit ça n'aurait jamais dû arriver, on a Luke comme ça qui lui lance un petit regard dans le coin, mais en mode qu'est-ce que tu veux dire là en fait Ouais. Et tout de suite, Hatch qui intervient. Oui, ça n'aurait pas dû arriver, ça n'aurait jamais dû arriver, mais c'est arrivé. Tout ce qu'on peut faire, c'est se souvenir, se rappeler de toi, mon bon gars, etc. Voilà, à ta santé, à ta mémoire. Donc voilà, Dom, s'il pète les couilles de Luke dans cette histoire, ça sera principalement par rapport à ça. Donc ça intervient ici, et pareil, encore une fois, c'est ponctuel. C'est le même coup qu'avec l'alcool, ce qu'ils ont voulu faire. Donc Dom va lancer les pics, pense qu'il le fait peut-être 2-3 fois, et il y a un moment donné, ça éclate. Mais c'est ponctuel, c'est à un moment donné vers la fin. On sent qu'il a le caractère pour ce genre de choses-là. Il est plutôt rentre dedans, il râle tout le temps, il est jamais content, il est sceptique, voilà. Il ne croit pas, voilà. Dom est très entêté. Dans le livre, il lui pète les couilles tout le temps. Il le rabaisse tout le temps, il le vanne tout le temps, il le remet tout le temps à sa place un peu, il écoute son avis puis après il réagit. Enfin, il exclut un peu sans le vouloir peut-être, mais tout du long du livre, il va péter les couilles à Luke. En lui faisant presque ressentir, ton avis, j'en ai rien à taper, en fait. Ouais, c'est sympa que tu sois là, mais juste connais ta place, quoi. C'est un peu ce qu'on va ressentir. Donc, ils commencent leur petite marche. Donc, une fois qu'ils ont fait ça, une fois qu'ils ont fait leur petite commémoration, ils vont commencer à tracer pour une ville ou un petit village, en tout cas, qui est sur leur itinéraire. Et c'est là, en fait, que Dom va se péter, en fait, la jambe. Il va se péter la jambe, il va marcher dans un trou, en gros, il se pète, c'est pas violent, mais en tout cas, il se fait une douleur au genou. Et là, il râle, etc. Les autres, ils vont, vas-y, Dom, c'est bon, la marche, là, c'est bon, etc. Il dit, mais non, je peux pas, putain, je peux pas, quoi, tu vois. Et là, ils sont vraiment pas cool avec lui à ce moment-là, parce que le mec vient vraiment, littéralement, de se faire très mal au genou, mais eux, ils sont saoulés, presque. Et c'est là que, donc, Hatch va prendre Luke à part, ils vont décider d'une solution, ils vont réfléchir à une solution. Et là, je vais lui dire, écoute, je vois qu'il y a un raccourci, il faudrait passer à travers la forêt. Ça ira beaucoup plus vite. Il doit forcément y avoir un tracé, une route là-dedans, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils vont aller dans la forêt. Dans le livre, lui, commence directement dans la forêt. Tous ces dynamismes-là que j'ai racontés dans le livre, en fait, on la découvre au fur et à mesure de la randonnée. Mais le livre commence directement dans la randonnée. D'ailleurs, avec un événement bien particulier qu'on verra tout à l'heure. Mais les livres commencent directement avec la randonnée et on va découvrir leurs différents rapports face aux événements qui vont arriver au fur et à mesure. Et c'est parce qu'ils sont dès le départ dans la forêt et qu'ils veulent faire la forêt que Hatch donc a décidé de cette randonnée. C'est Hatch donc qui a fait le repérage de cette randonnée et qu'il a voulu leur faire découvrir cette putain de forêt qui est géniale, que peu de gens ont visité, que Dom va se péter le genou aussi. Mais c'est inversé si on veut. Dans le film, c'est parce que Dom se pète le genou qu'il visite la forêt. Dans le livre, c'est parce qu'il visite la forêt que Dom se pète le genou. Parce que Hatch, en fait, a été trop ambitieux. La randonnée qu'ils veulent leur faire, clairement, il a oublié que Phil et Dom, businessman, comme il est décrit, les fat guys, c'est à peine s'ils marchent, ces gens-là, en temps normal. Ils sont toujours en bagnole. On décrit même Phil comme étant un mec qui n'a quasiment jamais pris le métro à Londres. Il est à Londres, il n'a jamais pris le métro, il est tout le temps en taxi, il est tout le temps en voiture. Et Hatch se dit qu'il va organiser une randonnée de dingue, de folie, voilà. Un truc obscur, un truc difficile. Et en fait, effectivement, ça marche pas. Dom, déjà, très rapidement, il s'est fait mal au genou. Et Phil, ce con, je pense qu'il a acheté de mauvaises chaussures, des chaussures toutes neuves. Or, tu n'attaques pas une grosse randonnée comme ça, compliquée, avec des chaussures neuves. Faut avoir des chaussures que t'as déjà un peu... Comment on dit, je sais plus quel est le terme, mais tu dois les faire, quoi. Tu dois faire ces chaussures. Tu dois les avoir habituées un peu. Tu dois t'y être habitué et un peu les rôder un peu en faisant quelques petites randonnées avant quand même. Non, là il attaque direct avec une randonnée terrible avec des chaussures neuves et en fait ça va lui niquer les pieds en fait. Donc Phil aussi à un moment va avoir beaucoup de mal à se déplacer et donc les deux fatsos vont devenir les deux gros. Enfin, je les appelle des gros. Ils sont pas gros littéralement, mais les autres les appellent les fat guys, quoi, parce qu'ils sont un peu grassouillés. Parce que pas d'effort physique, rien. Voilà, business. Voilà. Les autres les appellent donc les grassouillés. Ils vont devenir des boulets, en fait, dans cette forêt. Ils vont devenir très rapidement des boulets pour Luke et Hatch. Même si l'origine, du coup, des incidents qui vont suivre n'est pas exactement la même. Donc voilà. Donc, dans le film, ça y est, voilà la décision qui les amène dans cette forêt. En approchant de la forêt, ils vont bien sûr voir des signes. Ils vont voir une vieille bagnole abandonnée. Ils vont se sentir mal à l'aise dans cette forêt. Ils vont assez rapidement se sentir mal à l'aise dans cette forêt, mais sans rebrousser chemin pour autant. Et ça, c'est assez important dans cette histoire. C'est-à-dire qu'à plein de reprises, rebrousser chemin est un choix qui se propose, mais à chaque fois, on va avancer un peu plus loin. Et cela pour diverses raisons, qu'on va développer là au fur et à mesure. Donc dans le film, voilà, ils entrent dans cette forêt avec des pressentiments, en disant mais pourquoi on n'entend aucun bruit, etc. Hatch qui dit mais attends, c'est une forêt, le bois il absorbe le bruit, tu penses bien. Ils avancent, et il y a un moment où ils commencent à parler de bouffe, parce qu'ils commencent à être affamés quand même, et ils ont pas beaucoup de vivres. Ils commencent à parler de ce qu'ils voudraient manger. Il y en a un qui dit moi j'aimerais bien un kebab, il y en a un autre qui dit moi j'aimerais bien des frites, enfin je sais plus quoi, on s'en fout quoi. Et pendant qu'ils disent cela, tout d'un coup ils s'arrêtent net devant un cerf, c'est une sorte de cerf.
éviscérés et accrochés tout en haut des branches, tout en haut d'un arbre, écartelés, sur leur voie. Ils tombent net dessus. C'est Luke qui le voit le premier, qui s'arrête net, et puis les autres, pareil, ils se figent, ils sont gelés. Et c'est là que commence le livre. Voilà comment commence la randonnée dans le livre. Le livre s'ouvre sur cette scène-là. Il découvre la chose dans les arbres. Et la façon dont la chose est éviscérée, ouverte, éclatée et crucifiée dans les arbres, c'est juste pas normal. Et les premières questions qu'il pose, c'est bêtement, mais pourquoi la foutre là-haut, en fait? Pourquoi tu la mettrais là-haut? Enfin, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est un ours? Mais pourquoi un ours ferait ça? C'est peut-être des chasseurs, pour appâter un ours, justement, peut-être. Mais pourquoi comme ça, quoi? C'est très bizarre. Ils n'arrivent pas à se l'expliquer, et Luke remarque une chose qui les inquiète encore plus, c'est-à-dire que la carcasse ne pue pas. Le sang semble encore couler, ce qui veut dire qu'elle est récente, qu'elle est fraîche. Donc la chose qui a pu faire ça est dans les parages. Et encore dans les parages. Et là, ils continuent. Donc là, c'était la première occasion pour eux de rebrousser chemin, de se casser de là, en fait. Parce que ce soit un homme ou des chasseurs que sais-je, une bête, c'est bon. En fait, l'histoire aurait dû s'arrêter là. Mais non, bien sûr, ils continuent. Mais ils vont beaucoup y penser quand même. Et ils continuent sur cette voie-là, cette piste-là. Et dans le livre aussi, ils sont dans la même merde. C'est-à-dire que là, ils ont un peu trop pénétré dans la forêt. En fait, Hatch est en train de chercher un raccourci aussi. Parce que la visite ne s'est pas bien passée, et Dom a aussi mal au genou, etc. Donc en fait, pareil, ils étaient sur un raccourci, et hop, ils tombent sur la carcasse. Pendant qu'ils se déplacent dans cette forêt, la nuit tombe, il commence à pleuvoir aussi. Ils savent pas où monter la tente. Tout va mal. Mais à un moment donné, il va falloir la monter, cette putain de tente, même si c'est sous la pluie, tu vois. Et c'est là qu'ils tombent sur une cabane. C'est là qu'ils tombent sur la cabane. Cette première cabane est un lieu très important dans cette histoire. Alors la cabane, ils ne vont pas tout de suite rentrer dans la cabane. Que ce soit dans le livre ou dans le film, il va y avoir une sorte de peur face à cette cabane. Alors c'est bien mieux décrit dans le livre. Dans le film, c'est juste, je crois, c'est Dom qui dit mais on peut pas rentrer par effraction. Ils sont sous la pluie, ils sont fatigués, ils sont affamés. Lui préfère monter la tente dehors. Mais Luke non plus n'est pas tout à fait chaud parce qu'il entend un bruit. Il entend un bruit quand ils entrent. Donc ils entrent par effraction. Ils pètent la porte, ils entrent. Il entend un bruit et ça le fait traîner dehors. Il dit aux autres, vous avez entendu ça? Vous avez entendu? Mais comme d'habitude, personne ne l'écoute. Ce qui, comme j'ai dit, n'est pas justifié dans le film du tout, qu'on ne l'écoute pas. Dans le livre, on ne l'écoute pas. On ne considère pas Luke dans le livre. En tout cas, c'est ce qu'il croit et on arrive à croire la même chose aussi. Juste son avis ne compte pas. Les gens entrent, en fait. Il a dit, mais attendez, les gars, je crois qu'on ne devrait pas faire ça. Personne ne l'écoute. Les gens commencent à entrer dans la maison. D'ailleurs, il l'insulte même. Je crois que Dom l'insulte. Parce qu'il lui dit, ok, si tu veux pas rentrer, t'as qu'à rester là dehors avec le loup ou la bête qui a fait ce qu'on a vu là au cerf tout à l'heure. Donc voilà, tu passeras une bonne nuit avec lui, c'est nickel, quoi. Reste là si t'es aussi con. Et Luke s'énerve, il lui dit, non, mais t'inquiète, si jamais la bête elle arrive, on aura qu'à t'offrir en offrande, tu vois. Avec ton genou de merde, là, vu que tu sais pas marcher, on a qu'à te filer et pendant que ça récupère de bouffer, on pourra fuir, tu vois. Donc ça commence à se fighter un peu, tu vois. Enfin, ça se fight pas, mais en tout cas, ils l'écoutent pas, donc ça ne les empêche pas de rentrer dans la baraque. Mais Luke appréhende. Pour lui, il y a un truc qui va pas. Et c'est ça aussi, c'est que Luke dans le livre, donc c'est une exagération un peu des sens du personnage, Luke c'est un peu le mec d'instinct, c'est le mec qui sent des choses, c'est le mec qui analyse, qui suranalyse des choses, qui se suranalyse déjà, ses émotions, ses ressentis, donc qui s'écoute vachement peut-être. Et cette chose-là est exagérée et poussée à un degré tel que Luke c'est celui qui sent presque l'impalpable là, enfin... Alors, il est pas représenté comme médium quand même, faut pas exagérer. Mais clairement, Luke sent que quelque chose ne va pas. Que là, ils vont déclencher un truc. D'ailleurs, il va le dire après les événements de la nuit, dont on parlera après. Mais après ce qui va se passer dans cette cabane, le lendemain, il va dire, voyez, je vous avais dit. Et qui sait ce qu'on a déclenché? Pour lui, c'est pas fini, là. On a déclenché quelque chose, on a ouvert les hostilités, si on veut. Et les autres ne comprennent pas. Donc voilà, Luke est présenté comme ça. Il est présenté comme ce mec qui a ce sens aiguisé, en tout cas, qui est très à l'écoute, très à l'affût de ses ressentis, de ses sentiments, de ses sensations. Qu'il analyse, suranalyse, à devenir presque parano par rapport à ce qui se passe autour de lui, par rapport à ce que les gens peuvent ressentir à son égard ou projeter en son égard, lui projeter à la face ou projeter en sa présence. Et c'est pour ça que du coup, tout au long de cette aventure dans la forêt, Luke sera le mec le plus raisonnable en fait. Hatch lui continue, Hatch ne se fie qu'à ses boussoles et à ses instruments. Il la joue safe, il a sa carte, il a machin, on continue, il y a une route, machin, on va y arriver quoi. On va sortir de là, il y a pas de souci, vous inquiétez pas. Luke, lui, est en mode, venez, on se casse, venez, on repart par là d'où on est entré, c'est pas grave. Dom s'est cassé le genou, mais c'est soit on le laisse avec quelqu'un dans un endroit safe, donc, mais on dort de cette putain de forêt pendant que les autres vont aller chercher de l'aide, soit juste on sort, on le porte à tour de rôle, peu importe, mais on sort de cette putain de forêt. Mais les autres n'écoutent pas. Hatch donc fait confiance à sa carte, à sa boussole, etc. Vous continuez à avancer. Et Dom et Phil, de toute façon, ce n'est même pas la peine de dire Phil, parce que Phil en réalité suit ce que dit Dom en fait.
On dirait presque. Hein. Donc c'est Dom qui décide. Et le Philippe dans le film est encore plus suiveur, vraiment. À aucun moment il s'impose vraiment. Donc Dom pour lui, non, faire un marche arrière, pourquoi? Mais de toute façon, ces discussions, ils vont l'avoir le lendemain. Hein. Ils vont vraiment en parler après. Mais toujours est-il donc qu'ils finissent tous par rentrer. Nous, on aura quand même compris que tout ce que cela veut dire, c'est que tout simplement, déjà, ce lieu est un lieu qui a un rapport avec les événements qui sont en train d'arriver autour d'eux. Et surtout, on sait que la bête est autour. La chose, en tout cas, rôde autour. On le sait très bien. D'ailleurs, en entrant, le bruit qu'il entend, qui confirme ses suspicions qu'il n'a pas si clairement dans le film, mais suspicions qu'il a clairement dans le livre, au moment où il rentre et qu'il entend ce bruit dehors, cette sorte de grosse branche qui éclate, qui pète, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait? Et ça nous suit. Il y a un truc autour, là. Mais bien sûr, personne ne l'écoute. Donc, ils entrent dans la maison. Et dans la maison, ils vont découvrir, déjà, le premier truc qu'ils retrouvent, c'est des signes, c'est des sortes de runes gravées sur le bois, dans le bois. Et ils en avaient déjà vu un peu dans la forêt, en arrivant. Donc déjà, ça augure que tout cela est lié. Il y avait en tout cas quelque chose de religieux, il y avait un sorte de rite ici qui était en place, qui se mettait en place, qui allait de cette maison sans doute à la forêt. Donc ils vont fouiller un peu, ils vont se dire, on va faire du feu quand même, on va se réchauffer un peu. Donc c'est une vieille maison, quoi. Ça fait vraiment vieille bicoque un peu, vieille cabane de bûcherons. Il n'y a pas de traces de vie, en tout cas, récentes. Donc, eux, ce qu'ils font, ils commencent à péter du bois, ils commencent à péter les chaises et les tables, histoire de pouvoir se faire du feu, tranquille, les mecs, ils sont chez eux. Et pendant qu'ils font tout ça, on envoie Phil fouiller là-haut. Alors, je sais pas pourquoi on l'envoie, parce qu'il y a un étage. Hein. Je sais pas pourquoi on l'envoie lui, en particulier, mais en tout cas, voilà, toujours est-il qu'il y va. Dom peut pas monter, de toute façon. Toujours est-il qu'il y va. Et tout d'un coup, il se mettra à hurler et à appeler les gens. Donc, eux sont exténués, sont fatigués. Donc, le premier sentiment qu'ils ont, c'est, oh putain, quoi encore, quoi. Donc, ils montent tous, et là, ce qu'ils vont découvrir dans une des chambres, alors, ils ne vont pas découvrir la même chose dans le livre ou dans le film. Dans le livre, ils vont découvrir une sorte de créature momifiée. Mais ils se disent, mais c'est un assemblage bizarre, grotesque en fait. Quelqu'un a empalé différents organismes qui ne vont pas ensemble. Tu vois, on dirait un buste humain presque, mais en même temps, les pattes, on dirait des pattes de chèvre. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc chelou? Donc, c'est là, au milieu d'une chambre, assis, érigé, assis, quoi, et tout seul au milieu de la chambre. Donc, en fait, autant dire qu'ils referment tout de suite cette chambre-là. Ils n'y vont pas. Dans le film, c'est une sculpture. C'est une sculpture qui ressemble à une créature assise aussi, avec des bras, avec des bois à la place des mains, des bois de cerf presque à la place des mains, et sans tête, comme si on avait tranché la tête en fait de cette sculpture, avec un torse humain, tout ça, mais pas de tête. Et aussi tout en bas des sortes de mains à la place des pieds. Mais ça c'est que Luc qui le voit. Mais là par contre c'est une sculpture, c'est clairement une sculpture. Pas une créature momifiée. On verra plus tard que cette découverte correspond à un choix qui a été fait dans l'histoire, et qu'elle fait sens dans le tout, par rapport à tout ce qui a pu se tramer dans cette forêt. Et ça arrivera dans une autre cabane, j'ai envie de dire. Et on comprendra tout cela. Donc voilà. Donc, une sculpture dans le film, une momie dans le livre. Donc, autant dire qu'ils décampent tous de là très rapidement. Et ils s'installent au rez-de-chaussée, ils discutent, ça rigole, etc. Ça se réchauffe au feu. Et en fait, Luc va même se réconcilier un peu avec ses amis, alors qu'ils sont pris la tête juste avant, mais parce que ça va vanner, ça va faire des blagues. Donc, ça va se détendre à nouveau. Ils essaient de détendre l'atmosphère, quoi. Ils sont déjà tous tendus, ils sentent qu'ils sont un peu perdus, qu'ils savent pas exactement où ils sont. Mais voilà. On essaie d'avoir la bonne ambiance, de faire rire, on vanne, hatch, on lui dit qu'il peut jeter sa carte dans le feu, etc. Enfin, bonne ambiance. Ça rigole, bonne ambiance. Et Luc s'est dit, mais putain, mais j'exagère, quoi. Franchement, on est bien, là. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis compliqué? Pourquoi je fous la merde, tu vois? Limite, s'il s'en veut pas, quoi. Il se dit, bon, à partir de maintenant, je vais essayer d'être cool avec mes amis, machin. Là. Bon, autant dire, ça tiendra pas longtemps, ces résolutions. Mais au moins, il essaie. Et c'est ça que j'aime bien chez Luc, en fait, c'est c'était tout le temps ce balancier comme ça, quoi. Il essaie tout le temps de se battre contre ses sentiments, ses pulsions un peu les plus néfastes. Et on verra plus tard que ça ira même plus loin que ça. C'est ça qui est humain chez le personnage. Et donc, arrive la nuit. Et cette nuit va très mal se passer. Cette nuit va très très mal se passer, car ils vont tous faire des cauchemars. Et le film va principalement nous intéresser au cauchemar de Luc, parce que Luc, en fait, va revivre la scène de la mort de Rob. Alors, ça se fait de manière très naturelle, en fait, parce que tout d'un coup, pendant qu'il dort, le rêve est amené comme une sorte d'extension de la réalité. C'est-à-dire que on n'a pas un plan qui nous montre Luc en train de dormir, puis un autre plan qui nous fait comprendre qu'on est dans ses rêves. C'est pas comme ça que ça marche du tout. Le rêve vient absolument s'incruster dans la réalité. Il est en train de dormir, on a un plan sur lui, et tout d'un coup, on a une lumière de néon dans cette pièce qui est éclairée au feu de cheminée. On a ces néons qui s'allument, et quand il ouvre les yeux, il est à nouveau en partie dans la boutique dans laquelle la scène s'est déroulée. La scène de mise à mort s'est déroulée. Donc, il y a une partie de la baraque qui est quand même la vieille bicoque, en bois, ancien et tout ça, et on a les néons, les rayons avec les produits, l'épicerie, quoi. C'est génial, c'est vraiment très très bien fait. Donc là, il va se lever, il va essayer de pénétrer dans cet espace, il va reprendre la même bouteille de vodka. Donc même dans ses rêves, il a envie de boire, il reprend la bouteille de vodka, et sauf que cette fois-ci, il y a une tache de sang dans la bouteille. Et donc en fait, la culpabilité et le meurtre, le crime, commencent à repoindre le bout de son nez. Et là, effectivement, il se retourne, il voit bien la scène de mise à mort, tout cela, donc il est effrayé à nouveau, et il n'arrive toujours pas à agir. Ce qui est très important dans cette histoire, dans le film du moins, c'est-à-dire son inaction, cette façon d'avoir été figé au moment le plus important. Et là, quand la résolution arrivera, c'est quand justement
Luc va se défiger dans une situation justement où on est cloué sur place, où on se prosterne, où on se recroqueville, où on se laisse écraser par le poids des événements, et là bientôt le poids du destin presque. Et tout son challenge reviendra finalement à se sortir de cela, à se réveiller en fait, à sortir du choc et à faire quelque chose. C'est juste ça. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire de ce Luc-là en tout cas. Donc cette scène, je sais plus ce qu'il déclenche, mais tout d'un coup en fait, il va sentir un contact sur lui. Son réveil, parce qu'il est en train de rêver bien sûr, son réveil va correspondre avec l'éloignement comme ça, parce qu'il est en face au rayon alcool. Il y a l'éloignement comme ça des rayons, et c'est ça qui le réveille. Il me semble, mes souvenirs sont un peu confus du truc, mais il me semble que c'est à peu près ça, qui le réveille en fait. Et là, il est dehors. Il se rend compte qu'il est dehors, en fait. Il est en dehors de la cabane, il est sorti, et il y a quelque chose comme ça qui fuit dans les bois, qui s'éloigne dans les bois en faisant tout bouger autour, mais vu que la forêt est très dense, il voit pas quoi, mais quelque chose était là, quoi. Mais ce quelque chose s'est enfui. Et ce quelque chose lui a clairement perforé un peu le torse, parce qu'il se rend compte qu'il a du sang qui saigne comme ça sur sa poitrine, et en fait, il a des trous. Donc il a une sorte de constellation un peu comme ça, maintenant sur la poitrine, il est marqué, et ça saigne. Donc il le cache aussitôt, et il rentre il retourne dans la maison. Petite parenthèse, mais là, du coup, on est introduit au somnambulisme, et ça, c'est un putain de potentiel, moi, je trouve, le somnambulisme, d'ailleurs. Et c'est pas anodin, vu le nom de la chaîne, de toute façon. Et ce qu'il est capable de faire, ce qu'il pourrait faire, avec tout ce qu'on peut créer derrière, parce que les événements qui vont arriver, qui vont être très louches, qu'on ne va pas s'expliquer, vu que tout d'un coup, maintenant qu'ils sont plongés dans cet univers, ils vont réagir, chacun à sa façon, mais ils vont être pris à travers les rêves, et à travers les rêves, ils vont faire des choses insensées. Il y avait là, je trouve, un potentiel incroyable à faire des scènes, à poser des questions derrière, à mettre le doute, qui a fait quoi, etc. Est-ce qu'il y a vraiment une créature à l'œuvre, ou est-ce que cette forêt nous rend fous et nous fait faire des choses qu'on ne voudrait pas faire, mais finalement, les véritables coupables, faut pas chercher de midi à 14h, c'est nous. Il n'y a pas de démon, il n'y a pas de créature, il n'y a pas de... Non, c'est nous. C'est dans cette parano, dans cette perdition, et en plus maintenant dans les rêves, on fait n'importe quoi, voilà. Il y avait un potentiel. Il ne sera pas absolument exploité, mais il y avait un potentiel. Ce qui sera exploité par contre, c'est le potentiel des rêves. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont mis les pieds dans cette forêt, non seulement il y aura des rêves, les rêves ne seront plus anodins, mais on aura surtout des hallucinations. Ça sera vers la fin. Et donc on comprend que la créature là, on le comprend après, mais je le dis maintenant, on va finir par comprendre que la créature qui leur tourne autour, qui les traque, a ce pouvoir-là de projeter, de communiquer à travers les rêves, de montrer des choses à travers les rêves, et là, littéralement, de faire des choses à travers les rêves. C'est donc un pouvoir de manipulation, de contrôle sur les éléments, dans le monde du songe, et d'ailleurs un peu sur le monde physique aussi. Ça, on le verra après. Mais voilà comment elle est présentée. Donc, le livre fait la même chose. Le rêve est très bien exploité, et le rêve est surtout le moyen de faire de communiquer, souvent. De communiquer des choses, des images, des événements passés, mais dont la tragédie a presque imprégné les lieux. Et le fait de se dormir dans cette maison, ils ont tous vu une facette. Chacun a vu une facette des événements qui ont pu se dérouler là-dedans. Et ils vont, en reconstituant un peu ce qu'ils ont pu voir dans leur rêve, ils vont pas en parler tout de suite, ils vont pas en débriefer tout de suite parce qu'ils vont être terrorisés. Quand ils vont se réveiller tous, ils vont tous vouloir juste se barrer de là. Mais en mettant en commun leurs rêves, ils vont petit à petit comprendre ce qui a pu se passer là. Et ça, je trouve ça génial, en fait. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Ce n'est pas une découverte à travers de l'archéologie, même si on va en avoir un peu dans le livre, on n'en aura pas dans le film. La compréhension des événements passés, des choses qui ont pu se dérouler, ne se fait pas parce qu'on découvre des fragments historiques, ou en tout cas des fragments archéologiques qui permettent de remonter l'histoire. Non. Quelque chose est resté, c'est quelque chose de tragique s'est passé, a laissé une sorte de marque indélébile, comme ça, dans l'espace, qui tâche les rêves, qui vient parasiter les rêves et qui vient se rejouer dans les rêves. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Luc, lui, ira carrément plus loin. Luc, ça ne s'arrêtera pas qu'au rêve, ça sera même dans l'instinct. Luc, à un moment donné, est complètement, pas en symbiose, mais en accord avec ce qui est en train de se passer. Et c'est le premier à s'ouvrir à ça, et c'est le premier à accepter que, putain, là, il se passe quelque chose de pas normal. La seule façon pour moi de le comprendre, c'est de m'ouvrir et d'écouter en fait ce que me disent mes sens, d'écouter un peu mon intuition surtout. Mon intuition par rapport à ça, qui est peut-être une autre façon de communiquer à un sens oublié, éteint chez les autres, mais que lui aurait conservé, clairement. Donc ça va aller plus loin donc voilà, c'est là que ça ira plus loin pour Luc. Donc toujours est-il, donc ils vont retrouver, donc Luc va se précipiter dans la maison parce qu'il va entendre Hatch en train de hurler, il va rentrer dans la pièce, il va trouver Hatch effectivement dans son pyjama, il s'est pissé dessus, il est dans un coin en train de hurler, de se tordre de douleur, de paniquer quoi, il le réveille. Dom fait la même chose dans un coin, il appelle sa femme au secours. Donc ça c'est un choix du film, ce n'est absolument pas un choix dans le livre, clairement, on verra plus tard pourquoi, mais Dom n'aurait certainement pas appelé sa femme dans son cauchemar, mais toujours est-il que dans le film, il appelle sa femme. Et on comprendra aussi pourquoi dans le film. Et bien sûr, donc voilà, donc Luc arrive à tous les réveiller, mais la panique, où est Phil en fait? Où est Phil? Et là ils entendent du bruit là-haut, dans la chambre, là où ils ont trouvé la sculpture qui fait penser à des rites, ou en tout cas qui rappelle très franchement de la sorcellerie. Donc là, c'est Luc qui y va,
Et quand il arrive, il trouve Phil. Donc déjà, tout le long de l'escalier, il va trouver ses vêtements par terre. Le mec se serait dessapé au fur et à mesure. Et bien sûr, il va le trouver dans la pièce en train de prier devant la statue. Donc lui, il a déjà cédé en fait. Il est déjà en train de prier dans son rêve. Il s'est déjà prosterné face à cette créature. Les autres ont peur, les autres se chient dessus et hurlent. Lui, il est en train de prier. Alors il me semble que dans le livre, c'est Hatch qui prie devant la momie. Ici, dans le film, c'est Phil qui s'y colle. Et il est nu, et il a une façon d'ailleurs très intéressante de prier. En fait, il tient un point, voilà. On dit qu'il y a une posture à avoir face à ces créatures, et il se tient le point. Je n'ai pas trouvé d'explication à cela, mais c'est comme s'il lui offrait quelque chose, comme s'il lui offrait une coupe assez lourde qu'il tiendrait dans son poing, et il soutient ce point par son autre main, du coup, en se tenant au niveau du poignet. Et voilà, comme s'il lui tendait une coupe. Cette scène est absolument terrible, hein. Cette scène est absolument terrible, et quand Phil commence à se réveiller, qu'il se retourne, on voit qu'il est perdu dans son regard, et la première question qu'il demande, c'est « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà ce qu'il dit. Et Luc lui dit non mais t'as juste eu un mauvais rêve, viens descends, on y va, voilà. Donc apparemment ils sont 4 à avoir eu un mauvais rêve. Ils vont tous se dépêcher de se rhabiller. Ils sont gênés, ils sont honteux. Hatch lui s'est pissé dessus. Les autres, voilà, personne n'est fier là, personne n'est fier et personne ne va en parler tout de suite. C'est ces moments-là qui m'ont vraiment fait penser à une histoire de Lovecraft pour moi dans le livre du moins. Cette communication d'une autre dimension ou d'autres événements à travers les rêves et qui ont une incidence sur le comportement des gens. J'ai trouvé ça vraiment très bien intégré. Donc voilà, là il faut repartir. Ils sont tous pressés de se casser de cette cabane parce qu'ils sentent que là ça ne va pas. Il ne faut pas rester dans cette cabane, il faut se barrer. Et c'est là qu'on va avoir un problème parce que ils n'ont pas tous la même solution. Luc, pour lui, c'est bon. Là, ça suffit. Faut revenir sur nos pas. Faut sortir de cette putain de forêt. Pour les autres, mais attends, ça fait 1 jour déjà qu'on marche dans cette forêt. Ça veut dire reprendre 1 jour pour revenir à l'état où on était au moment où Dom s'est blessé. Avant de pouvoir repartir pour notre destination. Mais c'est de la folie, quoi. Si on a un raccourci, il faut aller jusqu'au bout du raccourci. Et Luc leur dit, mais quel raccourci? Vous avez déjà vu vers où ça nous a amené? Tout ce qu'on a vu jusqu'à là? Et d'ailleurs, à propos de tout ce qu'ils ont vu jusque-là, en sortant, ils se rendent compte que la maison est entourée des mêmes runes qu'ils ont vues dans la forêt et dans la maison. Et ils se disent ça, mauvais augure. Hein. Et donc pour Luc, c'est plié, quoi. Venez, on se casse, on repart par le chemin par lequel on est entré. Hatch dit, mais non, c'est ridicule. Je te dis que c'est un raccourci qu'on a là, on va aller jusqu'au bout. Où est le problème? Pourquoi vous paniquez? On a tous fait des cauchemars, mais c'est bon, ça va, on se détend maintenant. Et Luc n'est pas convaincu, il n'est pas convaincu du tout. Et finalement, celui qui va finir par trancher toute cette affaire, dans le film, en tout cas, c'est Dom. C'est Dom qui dit, putain, j'en ai marre, tu vois, il en a marre de parler, d'être là, debout sur son genou qui lui fait mal. Tout d'un coup, il trace. Alors, il trace même pas vers le chemin que Hatch voulait prendre, hein, avec sa boussole et tout ça. Il trace parce qu'il voit un petit chemin à travers les bois, il dit c'est un chemin, qui dit chemin, dit humain, dit civilisation, je prends le chemin, et il trace. Et les autres l'appellent, il ne répond pas, ils finissent par le suivre. Phil le premier, comme j'ai dit, Phil est un suiveur de toute façon. Et puis ensuite Hatch et Luc du coup. Petite parenthèse à mettre peut-être avant. On peut clairement se demander l'intérêt des signaux quand on voit comme ça la créature en fait. Que ce soit à travers les rêves ou que ce soit à travers les traces qu'elle laisse. Très rapidement elle les alerte de sa présence. Le cerf à l'entrée de la forêt. Ça aurait dû les faire fuir en fait. Alors que l'intérêt de la créature, c'est que justement qu'ils viennent à elle. Elle les veut. Elle les veut, en fait. Ça fait très longtemps qu'elle n'a eu personne à se mettre sous la main. Elle les veut. Pourquoi les effrayer avec le cerf crucifié comme ça dans les bois, juste à l'entrée de la forêt? Comme pour leur dire, voilà ce que je vais vous faire, ou peut-être pour leur dire, voilà ce que j'attends que vous fassiez désormais pour moi, c'est-à-dire qu'on revienne au sacrifice et au rituel, mais ça on reviendra dessus tout à l'heure, qu'on me faisait avant et que plus personne ne me fait, plus les offrandes qu'on ne me fait plus, voilà ce que vous aurez à faire désormais pour moi. Et le cerf n'est qu'un simulacre de rituel, parce que ce n'est pas avec un cerf qu'il va falloir faire les rituels, et ça on va l'apprendre très vite. Est-ce que c'est ça qu'il essaie de leur dire? Voilà, donc je sais pas, et en plus les runes autour de la maison font très Blair Witch quand ils dorment dans la tente, qu'ils se réveillent, qu'ils se retrouvent entourés justement de 3 cairns qui rappellent qu'ils sont 3 justement, et du coup là la menace est vraiment présente et les choses dégénèrent derrière. Voilà, je ne m'explique pas assez facilement les manifestations si précipitées de la créature. Elle aurait dû commencer après la maison. J'ai l'impression qu'elle aurait dû commencer après la cabane. Après la cabane, là ça y est, la créature c'est ils sont bien entrés dans son lair, dans son domaine. Là c'est bon, elle les tient, donc elle peut commencer à leur montrer les choses, elle peut commencer à les titiller, elle peut commencer à les chercher un peu. Donc toujours est-il que ça a un sens assez profond ce que Dom fait là à ce moment de l'histoire. Comment le groupe en arrive à prendre ce chemin qui descend dans les bois sans savoir où va ce chemin, ça va avoir une importance. C'est un peu le grand drame de cette histoire, c'est-à-dire qu'ils vont choisir la facilité. Ce que Luc propose, oui, c'est de s'en sortir de là, c'est de se sortir de ce choix-là, de revenir sur ses pas. Les autres, en fait, ils décident, ils vont jusqu'au bout. Voilà. C'est des gens qui décident. C'est des gens qui ont toujours décidé. C'est des gens qui font des choix et ils font. Voilà. Ils ont fait les choix de leur carrière, les choix de leur vie de famille, etc. Ils ont fait des choix, ils ont été jusqu'au bout, tu vois. Luc, c'est le dubitatif. Luc, c'est le mec qui interroge, qui se questionne, qui se machin, voilà. Et là, clairement, Luc leur dit, il faut mieux ressortir. Et les autres lui font, mais attends, après avoir fait tout ça, on se retire maintenant, alors qu'on est si près du but? Non, c'est mort, on y va. Enfin, c'est pas exactement on est si près du but, mais en tout cas, à la fois on dirait que ça demande un déterminisme, un courage dans le choix, on va jusqu'au bout,
Et en même temps, moi, j'y vois aussi de la facilité. C'est-à-dire que là, le chemin est tracé. Il suffit juste de le suivre, en fait. Pour Dom, ça rassure, le chemin est là. Une petite similitude peut-être bizarre à trouver, c'est avec ces gens qui marchent souvent dans les passages vélos. Donc, les passages vélos sont très bien encadrés. Il y a des gens qui aiment bien être là, aiment bien être dans ce petit passage, parce que voilà, il est bien encadré, il est bien entre les rails, et puis voilà, on n'a qu'à suivre, en fait. Quitte à se manger un vélo, peut-être, un de ces quatre. Et Dom, c'est un peu ça. Là, il y a un chemin, il y a un cadre, il y a un contexte, il y a un cadre. On suit le chemin, c'est tout. Et pour Luc, non. Il y a un chemin, mais je ne veux pas le chemin. Je veux me barrer d'ici. Voilà ce qui les oppose. Par contre, il se trouve que ceux qui décident, ceux qui ont l'habitude de décider, n'hésitent pas longtemps. Donc à un moment donné, ils tranchent. Ils ont l'habitude de trancher. C'est des businessmen accomplis. C'est des gens qui tranchent à un moment donné. Donc ils tranchent pour les autres et ils s'engouffrent dans ce chemin-là. Et Luc qui malgré le doute a aussi du mal à imposer son avis parce que c'est pas comme s'il avait la réponse non plus. C'est pas comme s'il avait une autre solution. Il a une idée de ce qu'il faudrait faire, mais sa voix compte très peu dans ce groupe. Donc, à un moment donné, il suit aussi. Et c'est peut-être ce qui résume aussi sa vie, du coup, et sa frustration. Et ses frustrations. Donc voilà, ce moment, aussi anodin qu'il soit, où Dom dit, on prend ce chemin, il y a un chemin, on prend ce chemin, je pense qu'il résume pour moi toute la dynamique du groupe. Dom prend le chemin, Phil le suit, Hatch se sent responsable de la team, donc il y va en appelant à Dom, putain, mais Dom, non, mais il faut pas aller par là. Putain, et il y va. Et Luc, qu'est-ce que je vais faire? Il aurait dû leur dire, écoutez les gars, moi c'est simple. Moi, je retourne en arrière. Vous faites comme vous voulez, j'irai chercher des secours si vous voulez après, si jamais j'arrive à m'en sortir. Mais après, c'est un autre film, bien sûr. Donc voilà, cette scène, aussi anodine qu'elle soit, c'est ça le groupe. Donc c'est ça le groupe jusqu'au moment où les choses vont être irrémédiablement, en fait, perturbées. Donc là, on est de retour dans la forêt, mais maintenant, on est de retour dans la forêt avec les pensées. Alors le film fait le choix de ne pas les montrer, d'autant plus qu'il trouvera d'autres solutions pour cela. Le livre, clairement, chacun est un peu plongé dans ses pensées et on commence à découvrir un peu on commence en tout cas à découvrir les pensées de certains et pas de tous. On les découvrira plus tard, ils se confieront là-dessus plus tard, ou en tout cas, on aura les images de ça plus tard. Et cela renforce l'idée de qui accepte et analyse ce qui s'est passé et qui le rejette en bloc. Alors dans le livre, Luc y repense et Hatch aussi. Alors le rêve de Hatch, il s'est vu tout simplement sacrifié à une sorte de créature énorme qui est rentrée dans cette maison pour venir le chercher et qui allait très certainement le tuer, mais j'ai presque l'impression aussi de le dévorer, comme si c'était une sorte de nourriture. Donc voilà le rêve qu'il a fait. Donc et là il commence vraiment à s'inquiéter, à commencer à douter. Hatch, qui jusqu'à là était un peu le meneur, commence à douter. Il s'est dit mais putain c'est quoi cette randonnée que j'ai voulu faire à mes potes? J'ai vraiment déconné là. Là, je les ai mis en danger. Là, je les mets en danger, en fait. On ne sait pas où on est. On ne sait pas si on va pouvoir sortir d'ici. Hatch commence vraiment à chanceler, si on veut. Luc, lui, on a déjà vu son rêve, et il y repense, et voilà. Mais on n'a pas les rêves de Phil ou de Dom. Et ça, encore une fois, ça appuie, moi, je trouve, cette idée comme quoi ils ne s'ouvrent pas à ça. Ils ne veulent même pas en entendre parler. C'est une perte de temps. C'est une gêne. Tu vois, et ça correspond bien à leur caractère, du coup, je trouve. On avance, quoi. On avance, on est sur notre machin. On va réussir à s'occuper en faisant ce qu'il y a à faire pour ne pas penser à ces choses qui sont d'apparence, en tout cas, infructueuses. Ça nous mènerait à quoi d'y penser ou d'en parler? À rien du tout. On a juste fait un cauchemar, avançons, j'ai pas envie d'en parler. Alors surtout Dom est le plus farouchement opposé à l'idée de parler de ça. Pour lui, c'est des conneries. Ça va, on a assez de problèmes comme ça, réglons nos problèmes, on n'a pas besoin d'en rajouter avec des cauchemars et des rêves bizarres, tu vois. Il ne veut pas en parler. Dans le livre, curieusement, c'est Phil qui veut en parler. Le film n'a pas bien saisi, du coup, tout cela. Parler du rêve, parler des rêves, parler des cauchemars qui ont eu lieu pendant cette nuit-là, c'est une façon de s'ouvrir pas au paranormal, mais en tout cas à l'inexplicable. Aucun d'entre eux n'a fait de somnambulisme avant, que Phil se mette à marcher, qu'il aille prier devant la statue, il ne comprend pas. Et il veut en parler. Et les autres, ferment la discussion. Et curieusement, c'est Hatch, en fait, qui s'énerve. C'est Hatch qui s'énerve et c'est Hatch qui lui dit, écoute, je me suis pissé dessus, etc., machin. J'ai pas envie d'approfondir le truc. Ça va, j'ai assez honte comme ça, je veux pas en parler. C'était pas le meilleur rôle pour Hatch, ça. Ça marche mieux pour Dom. Ça marche vachement mieux pour Dom. Qui est ce mec-là? Qui est ce mec-là qui décide, qui trace, qui fonce, le fonceur et, les choses inutiles, les choses qui nous font perdre du temps, les choses qui nous font douter, qu'on ne peut pas s'expliquer, qui ne peut pas s'expliquer. Non, ça n'a rien à faire là. Ça n'a rien à faire là, ça dégage, c'est tout. Ça marche mieux avec lui, tout simplement. Donc ça, c'est un autre aspect du rêve dans ce film. Le rêve, c'est la capacité à s'ouvrir, de recevoir des informations. C'est un biais cognitif. Et Luc est le personnage qui va vraiment aller jusqu'au bout du rêve. Il va repenser au rêve, il va analyser le rêve, il va essayer d'en tirer des informations. Dom et Philippe, dans leur déni ou leur incapacité à appréhender ce qui se passe, ça se manifeste par on ne parle pas du rêve. On n'a pas rêvé, nous. Bon, ils finiront par l'avouer tôt ou tard, mais on n'a pas rêvé. Ils vont commencer à lâcher des bribes d'informations, surtout Phil, qui est très fragilisé par ce qui vient de se passer, mais on est dans le déni. Alors, il marche dans la forêt, il marche, et dans le livre, c'est un peu plus difficile à montrer dans le film, mais du coup, dans le livre, c'est très bien fait, parce que dans le livre, la forêt en elle-même est un autre personnage. C'est un protagoniste à part entière.
la forêt semble presque avoir une intention. Elle semble être vivante et semble être sans pitié. Sans pitié pour ces personnages-là et ne leur donne pas la moindre... Il n'y a aucun acte de bienveillance, il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de répit. Elle les gifle, elle les griffe, elle les fatigue, elle met des obstacles sur leur chemin. Et il y a même des moments où ils vont s'énerver. Par exemple, Luke va s'énerver. À un moment, il va vouloir tirer une branche, l'arracher, mais en fait, non, elle ne va même pas céder. Donc, la forêt ne leur donne même pas ça, pouvoir passer leur nerf. Elle ne leur donne même pas ça. Elle leur balance de la pluie à la gueule, elle les éreinte, et elle est presque vivante, la forêt, dans cette histoire. Et ça va même plus loin que ça dans le livre. La forêt devient un univers à part entière. Mais dans les deux cas, la forêt trompe. La forêt leur donne toujours la motivation pour aller un peu plus loin. Elle leur montre un chemin quand ils vont peut-être rebrousser chemin. Plus tard, on va voir que Luke se dit là, c'est mort, c'est fini, c'est bon, je me casse. Il va tomber sur autre chose. Et elle leur donne toujours juste ce qu'il faut pour éveiller leur curiosité ou pour leur redonner un semblant d'espoir pour qu'ils continuent. Mais en fait, ils ne font que s'enfoncer, en vrai. Et c'est ça qui est génial. Cette forêt semble avoir une intention, en tout cas elle semble avoir été façonnée de cette manière-là, bien sûr avec l'aide des vestiges, des rites qui s'y sont tenus, mais pas que. Le fait que la forêt les paume, le fait que la forêt les amène petit à petit comme ça sur une perdition, et on verra cela avec la figure de la spirale, font de la forêt un des personnages du film. C'est pas qu'un environnement. Donc, en lisant le livre, c'est vraiment comme ça qu'elle m'est apparue. Et bien sûr, il y avait la créature. Mais cela, le film l'a bien compris. Et l'apparence qu'ils ont donnée à la créature part pour moi très clairement d'une compréhension du rôle de la forêt dans cette histoire. Et donc, la figure de la spirale, qu'est-ce que c'est qu'il y a deux spirales dans cette histoire. Il y a deux spirales, infernales certes, mais spirales, deux figures de spirales, qui sont même légèrement imbriquées. C'est celle de la marche et celle de l'amitié. On a la spirale de l'amitié qui part en décomposition, qui se désagrège. Plus on avance, plus on va ressortir les dossiers, plus l'animosité va monter, plus les choses vont éclater au grand jour. Elles vont partir hors orbite, littéralement on peut le dire. Les quatre camarades qui formaient ce nœud lié par l'amitié, cette chose va complètement se délier en fait et ils vont se retrouver complètement éloignés les uns des autres sur le plan de l'émotion bien entendu, et cela est expliqué par rapport au choix de vie, par rapport à la façon de penser, de réfléchir, d'appréhender les événements, les choses, et ça ne va pas quoi, ça passe pas, le courant ne passe plus. Donc voilà, il y a un nœud comme ça qui éclate et c'est notre première figure de spirale. L'autre spirale, c'est celle de la marche, qui est une sorte de marche douce vers la mort. C'est un peu mieux décrit dans le livre, le film a du mal à montrer cela donc ça échappe, mais il faut savoir que dans le livre, ils n'arrivent pas à tenir leur direction. C'est-à-dire que doucement mais sûrement, la forêt les dévie toujours de la direction qu'ils veulent prendre. Et ils ont du mal à contrer cela car en fait ils sont gênés. Donc déjà, Dom est devenu un sacré boulet et Phil aussi d'ailleurs. Et pendant que Luke marche devant pour essayer de dégager le chemin, Ash lui de temps en temps doit faire les vérifications, etc. machin. Et ils sont étant gênés dans tout cela par la forêt et par les amis en difficulté, ils se rendent compte qu'ils sont déviés de plus en plus au fur et à mesure, alors qu'il doit par exemple pousser un peu vers l'est, il pousse petit à petit vers l'ouest en fait, et ils ne comprennent pas, et en fait, la forêt les amène petit à petit en son centre. Et j'aime bien comment cette figure s'est faite, c'est-à-dire qu'elle ne le fait pas brutalement, ce n'est pas un gros obstacle, c'est doucement mais sûrement. Donc le livre a le temps de développer cela. Le film ne l'a pas. C'est pour ça que le film part sur la piste que Dom découvre par hasard et décide de suivre, alors que ce n'est pas du tout ce qu'Hatch voulait faire. Et bien entendu, les deux spirales vont être imbriquées du coup, parce que c'est l'amitié qui plonge dans les profondeurs de la forêt. C'est par amitié qu'ils restent ensemble, c'est par amitié qu'ils tolèrent donc les boulets, qu'ils les prennent avec eux, qu'ils ne les laissent pas là pour aller chercher des secours et revenir. On ne se lâche pas les gars. On ne se lâche pas, mais déjà la force du on ne se lâche pas est de plus en plus faible. Mais avant de complètement faiblir et avant d'en arriver à la solution où en fait Luke va se tailler dans son coin, pour le moment c'est ce qui les a amenés là, c'est ce qui les mène ici, c'est ce qui amène aux complications, c'est ce qui facilite la perdition. D'ailleurs à un moment donné, Dom est gonflé parce qu'il va se prendre la tête avec Luke et il va lui dire écoute, Luke va lui dire écoute, il faut qu'on sorte de là, il faut qu'on machin, si tu veux je peux essayer de te porter ou je peux te tailler une sorte de béquille machin. Et Dom lui fait mais je ne veux rien de toi. Toi c'est fini, t'es plus mon pote, je ne veux rien de toi. Ce qui est très gonflé parce que pendant qu'il dit ça, Luke est quand même là. Il est obligé de traîner avec ce groupe, de les aider à avancer, d'ouvrir le chemin un peu, faire l'éclaireur, etc. Donc, je ne demande rien de toi, mais par contre, reste et aide-nous à nous en sortir, voilà. Donc, qu'il le veuille ou pas, l'amitié va entraîner la perdition. L'amitié va faciliter la perte de repères dans cet univers d'inconnu, qu'est la forêt, et la forêt en soi va mettre à rude épreuve cette amitié. Donc, c'est pour ça que ces deux spirales sont imbriquées. Ils vont également tomber sur le cimetière. En marchant comme ça dans la forêt, ils vont tomber sur le cimetière. Le cimetière qui est un épisode qui est sauté par le film, qui ne prend pas le temps de le développer, alors que c'est une étape assez importante dans le livre. Donc le livre le décrit comme étant le lieu qui va les raccrocher à leur prochaine étape, si on veut. C'est-à-dire que Luke est à 2 doigts de rebrousser chemin. Il en a marre, c'est mort, c'est fini, là je me casse, je rebrousse chemin, et qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, je sors d'ici. Je sors de cette forêt, je vais chercher de l'aide, je repars par le chemin par lequel on est arrivé, et au moment où il décide ça, tout d'un coup, apparaît un sorte de cimetière.
Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la forêt, en fait, on dirait qu'elle place toujours au bon moment, au bon endroit, les éléments qu'il faut pour que la marche continue. Alors que c'est une marche macabre, hein, mais la marche continue. Donc Luke va revenir et prévenir les autres. Là, ça va mal se passer d'ailleurs, mais on en parle après. Toujours est-il qu'ils vont venir analyser ce cimetière. Donc dans le film, quand ils aperçoivent le cimetière de loin, je sais même pas si c'est le cimetière qu'ils aperçoivent en tout cas une sorte de cabane. Dans le livre, c'est un peu plus décrit comme étant une sorte d'église, une sorte de chapelle qui est intégrée à un autre monument qui paraît encore plus ancien. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a bien sûr un ossuaire là-dedans. Donc pour pousser le côté glauque, ils se rendent compte qu'il y a des ossements d'animaux et tout cela, mais surtout des ossements d'enfants, d'humains et des ossements un peu plus récents. Donc ça appuie bien le caractère creepy de la visite. Et c'est surtout à ce moment-là, pendant que Hutch et Luke visitent le cimetière, la crypte, et qui font des plans, parce que pour eux, vraiment, pour dire qu'ils ne réalisent pas dans quelle situation ils sont, Luke, pour lui, ça y est, on est tombé dans un lieu oublié, ancien, qui a de la valeur, avec les runes et tout cela, que personne n'a découvert, on est les premiers à l'avoir découvert. Ce qui veut dire argent, fortune, gloire, célébrité, pour dire à quel point ils réalisent pas la merde dans laquelle ils sont. Et pendant qu'ils font ces plans sur la comète, c'est là que Phil se met à hurler à l'extérieur. Ils vont tous se précipiter, venir pour voir, il croit qu'il a vu un serpent, ou pendant qu'il allait pisser, ou quelque chose comme ça. Et c'est pas ça. En fait, déjà, Phil est devenu très bizarre. Donc là, c'est dans le livre. Hein. Phil est devenu très bizarre. Déjà, la scène qui lui est arrivée dans la cabane, Phil a été le plus peut-être perturbé par cela. C'est le premier à céder mentalement. On sent que voilà, là, il commence à tourner pas fou, mais il se parle tout seul. Il dit c'est dans les arbres. Ils sont dans les arbres. C'est dans les arbres qu'ils amenaient les victimes. Il est dans les arbres. Voilà. Et là, apparemment, donc pendant que Luke et Hutch étaient dans le cimetière, il a voulu aller pisser. Et là, dans les arbres, il a vu une forme qui n'aurait pas dû être là. Et quand il a essayé de l'observer un peu mieux, cette forme a bougé. Et c'est ça qui l'a fait hurler. Donc les autres accourent, et bien entendu, Dom ne veut rien savoir. Le dit, mais c'est dans les arbres, je vous jure, j'ai vu un truc, c'est dans les arbres, c'était là, puis après c'est pas là, c'est parti, c'était énorme, tu vois. Et oui, les autres ne veulent pas entendre, ils essaient de le calmer, mais Dom, lui, c'est même pas qu'il ne veut pas entendre, c'est qu'il s'énerve, il se fâche. Ça sert à rien. Pourquoi on parle de ça? C'est quoi cette merde là? T'arrêtes tes conneries maintenant, t'arrêtes tes délires. Il y a pas la place au délire ici, tu vois. Et Hutch est celui qui essaie un peu de mieux le calmer en lui disant écoute, on a été perturbé, on s'est perdu, on a tourné en rond, des hallucinations, c'est pas le pire qui puisse arriver et c'est normal que ça arrive. Donc là, t'as dû juste halluciner ou t'as mal vu un truc, peu importe. Mais pour qu'on s'en sorte, il va falloir se calmer, il va falloir qu'on s'entraide, il va falloir qu'on se serre les coudes et on arrête les hallucinations, quoi, tu vois. Et c'est comme ça qu'ils font redescendre un peu Phil. Mais dans cette prise de bec, c'est Dom qui est le plus vénère. Il le prend presque personnellement. On finira par comprendre en fait que Dom a lui aussi été troublé par le cauchemar qu'il a eu, par les rêves qu'il a eu. Et il ne veut pas en entendre parler. Et que quelqu'un en parle, ça lui ramène à ça. Et lui, c'est mort, quoi. Il a décidé de tracer un trait là-dessus. Il avance. Voilà, parce que c'est Dom, il est comme ça. Et c'est le mec qui avance. Il ne veut pas qu'on revienne dessus. C'est tout. Il l'a décidé. Peu importe ce que les autres peuvent penser, si les autres ont envie d'en parler ou pas, il l'a décidé, on n'en parle pas. Et c'est un peu ce qui va se passer aussi dans le film. Parce que dans le film, on va arriver à cette même scène, c'est-à-dire donc ils passent devant le cimetière, par contre eux ils ne s'arrêtent pas au cimetière. Ils voient le cimetière au loin, ils se disent oulala, on n'y va pas. Donc, on commence déjà à être méfiant. Donc ça va un peu vite, ça va un peu trop vite. Le livre prend plus de temps de développer cette précaution. Pour le moment, ils vont à un cimetière, ils y vont. Voilà. Là, ils n'y vont pas. Clairement, ils veulent pas. Donc ils marchent, ils commencent à s'énerver encore aussi, à se perdre. Et là, Luke demande à Ash, mais tu sais où on est au moins? Il fait, oui, on suit là. Tu vois pas là-haut, la lumière un peu du soleil, etc. Voilà. C'est là-bas la sortie. Enfin, c'est par là-bas. On est juste en train de marcher en parallèle. Mais à un moment donné, on va rejoindre la sortie. Enfin, on va rejoindre cette piste, tu vois. Et à un moment donné, Dom n'en peut plus. Donc c'est Dom qui mène la marche, hein. Les autres suivent. À un moment donné, ils n'en peuvent plus. Il s'écroule. Il dit, il faut que je fasse une pause. Et Hatch lui fait, écoute, mec, là, c'est pas possible. On peut pas faire une pause toutes les 2 heures, tu vois, ou toutes les heures, je sais pas. Et Dom lui fait, mais putain, mais vous réalisez pas, là, j'ai mal, tu vois. Luke s'énerve et dit, oh putain, vas-y, tu sais quoi, je pars en éclaireur. Et là, il lâche son sac, il monte, il escalade une sorte de crête, comme ça, pour avoir une idée de l'emplacement. Et c'est là qu'il découvre, en fait, que, c'est la forêt qui continue, quoi. La forêt continue. Et c'est pas du tout ça le plan, quoi, putain. Elle est tout aussi dense. Et pendant qu'il se désole en l'observant, il hurle d'ailleurs, fuck, tu vois, il gueule. Et là, il regarde et c'est lui, en fait, qui voit qu'il y a un truc bizarre, tu vois, là-bas au loin. Et là, on a un plan qui est un des plans préférés du film. C'est-à-dire, le film, très souvent, dans la forêt, va faire un plan fixe sur un paysage comme ça d'arbres et autres, et nous on ne voit pas ce qui se passe. Puis il va zoomer, et là on va voir par exemple au loin arriver nos randonneurs. Là on va voir Luke et les autres arriver en tout petit comme ça, mais ils arrivent. Et c'est très bien fait, je trouve, parce que ça montre qu'ils sont absorbés dans la forêt. Ils sont complètement, ça les remet à leur propre échelle. Ça nous donne vraiment, ça nous donne un ordre d'échelle des choses qui sont en train de se passer, de la tragédie qui est en train de se passer, si on veut. Ils sont absorbés par cette forêt. Le livre décrit la même chose, si on veut, dans la mesure où plus ils marchent dans cette forêt, plus ils se désagrègent, ils se désintègrent, ils sont absorbés par la forêt. Ils sont sales, ils puent, ils sentent comme la forêt, ils sont sales comme la forêt,
Ils sont couleur boue, couleur terre, ils sont trempés, mouillés, voilà. La forêt, on dirait que la forêt est en train de les assimiler comme de l'humus, quoi. Et je trouve que ça a trouvé une très bonne traduction dans l'image. Cette façon de zoomer et d'approcher petit à petit pour enfin nous les montrer, alors que nous, on ne les voit pas. Ce qu'on voit, c'est ces arbres gigantesques. Et tout d'un coup, on les voit. Ah, ok. Voilà. Et là, c'est la même chose qui va se passer, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose si, c'est quelque chose de petit, mais quelque chose de terrible. Quelque chose, par contre, qui a une toute autre ampleur, qui colore toute la forêt. Alors, quand on les voit, eux, en minime dans la forêt, on réalise à quel point ils sont perdus. Mais là, quand on va voir ce qui va là se passer, ce mini-événement va colorer toute la forêt. Et là, les choses vont devenir très sérieuses très vite, quoi. La forêt devient autre. La forêt devient flippante, tu vois. Et ce que Luke va voir, c'est qu'en fait, au loin, là-bas, sur un des arbres, putain, mais on dirait des doigts, non? On dirait une main. Et pendant qu'il essaie de faire le point comme ça du regard, cette main glisse, elle bouge, elle s'enlève, elle se retire, quoi. Tranquille. Et là, oui, il se chie dessus. Ah, il se chie bien dessus, même. Il hurle, il court, tu vois. Donc là, c'est lui qui joue le rôle de Phil, quoi. C'est lui qui voit la scène. Il court, il hurle, il descend en trombe, il arrive sur eux, il hurle, il dit qu'il a vu un truc, etc. Et bien sûr, Dom l'envoie chier. Dom garde le même rôle, Dom l'envoie chier. Sauf que du coup, c'est ça qui va ouvrir les hostilités. C'est là que Luke va lui dire, mais putain, tu ne me crois pas. Et Dom va lui dire, non, je ne te crois pas. Je ne crois en rien de ce que tu as raconté. Je ne value pas ton jugement. Je ne donne aucune considération à ton jugement. Il lui fait, mais pourquoi, machin? Et c'est là que ça part. Ah ouais, qu'est-ce que tu essaies de dire là, machin, tu vois? Et Luke lui fait, mais t'es gonflé, putain, tu sais que c'est à cause de toi qu'on est là, tu vois? Et Dom lui fait, ah non, c'est à cause de toi qu'on est là. Tu vois? Et Luke lui fait, attends, comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait comment ça, qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchis. Et Luke lui fait, non, mais Luke comprend ce qu'il veut dire, tu vois. Il fait, non, j'ai beau réfléchir, je vois pas. Pourquoi tu ne dirais pas clairement ce que tu veux me dire, là? Et Dom lui fait, ah ouais. Et Luke le pousse, donc le provoque, et Dom finit par cracher, tu vois. C'est à cause de toi que Rob est mort. Donc c'est à cause de toi qu'on est en train de faire cette putain de randonnée, tu vois. C'est un peu forcé quand même, hein. C'est un peu forcé. C'est à cause de toi, bah non, enfin, il a merdé, je suis d'accord, mais je trouve que à cause de toi, il est un peu faible. Il aurait fallu que ce soit un putain d'alcoolique et qu'ils aient poussé ce délire de l'alcoolisme et que c'est à travers le phénomène de l'alcoolisme que cette scène, qu'une bagarre a éclaté, que Rob a été blessé, tué, voilà. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a été lâche. En quoi ça change la valeur de son jugement? C'est léger. Mais que Dom dit, mais je n'ai aucune confiance en ce que tu peux dire, espèce d'alcoolo. De toute façon, ce matin, je t'ai vu, t'as bu. Je t'ai vu avec ta flasque de whisky. Je t'ai vu avec ta petite bouteille de whisky. Je t'ai vu t'enfiler 2-3 shots. Je sais que t'es un peu bourré, là. Enfin, t'es pas bourré, mais en tout cas, il est pas forcément bourré, mais pour moi, t'as bu, je t'ai vu boire. Je sais pas à quel point t'es bourré là, mais je n'ai aucune confiance aux hallucinations que tu pourrais voir, du coup. Tu vois, j'en ai rien à foutre. Tu nous as déjà assez foutu dans la merde comme ça avec tes conneries avec l'alcool, tu vois. Et ça marche. Ça marche. Ça marche mieux. Dans le livre, il lui dit la même chose. La dispute ne part pas de la même façon, mais il va y avoir la même phrase. Je n'ai aucune confiance en ton jugement. Tout ce que tu dis quoi que tu dis, ça n'a aucune valeur à mes yeux, tu vois. Mais parce que pour Dom, Luke est une merde. Ce gars est un putain de loser, tu vois. C'est pour ça qu'il ne l'écoute pas. C'est pour ça qu'il ne lui donne aucune estime. Et le film a récupéré cela sans vraiment le comprendre. Ça n'a pas été bien intégré. Faut qu'on se mette d'accord. Luke est coupable. Enfin, Luke s'en veut, et les autres peut-être le lui reprochent, d'avoir laissé son ami mourir sans intervenir. C'est un lâche, si on veut. Qu'il dise qu'il a vu quelque chose, ou alors que Dom lui dise, t'es un lâche de toute façon, donc t'as juste dû voir une petite merde qui t'a fait flipper, mais de toute façon tu flippes pour rien. Mais voilà, ça va pas par là non plus. Ça ne va pas vers le... De toute façon, t'es un poltron, t'es un pleutre, tu vois. Donc que quelque chose te fasse flipper, moi j'en ai rien à foutre en fait. Je pense que tout te fait flipper, t'es une merde, tu vois. Ça aurait pu partir par là. Une autre façon de le faire. Non, il lui dit juste, j'ai aucune estime pour ton avis, c'est à cause de toi qu'on est là. C'est à cause de toi que l'autre est mort, tu vois. Ça m'a un peu fait chier. Je trouvais que c'était pas bien travaillé. Ça ne remontait pas bien. Il aurait fallu aller jusqu'au bout de l'alcoolisme. À ce moment-là, c'est l'alcoolisme qui revient vraiment. Luc n'a même pas bu depuis. On l'a pas revu boire depuis, tu vois. Et si c'est l'alcoolique, raison de plus pour lui de noyer sa peine et sa culpabilité dans l'alcool. Encore plus. Et quand même dans cette forêt qui soit un putain de problème pour eux. Et que le moment où il dit qu'il a vu des choses, bah non, t'as rien vu, mec, t'es juste bourré, t'hallucines encore, comme d'habitude, c'est tout, tu vois. Et là, voilà, là, ça fait chier, tu vois. Pierre et le loup, un peu. Ou alors, t'es un lâche, et un truc te fait flipper, bah ouais, mais de toute façon, t'es qu'un lâche, donc moi, j'en ai rien à taper, en fait, de ce qui te fait flipper, parce que moi, ça ne me fait pas flipper, moi, tu vois. Moi, j'ose affronter mes problèmes, moi, j'ose affronter les choses, tu vois. J'en ai rien à foutre de ce que t'as à me dire, tu vois. T'as peur qu'on aille par là-bas? Bah moi j'y vais, tiens. Je vais te montrer comment on fait les choses. Ça aurait mieux marché. Donc il lui dit pas ça, et donc il lui met à la face plutôt le fait que c'est à cause de lui que Rob est mort. Et bien sûr ça fâche Luke et il commence à se battre avec lui. Et là Dom lui sort quand même quelque chose qui calme. Hein. Franchement, je trouve que ça, c'est une putain de punchline. Il fait ah ouais, maintenant tu veux te battre, tu vois, parce qu'il est plus fort que Dom forcément. Dom est blessé, tu vois. Et Dom lui fait ah ouais, ça y est, là tu veux taper, Mais il était où ce courage en fait quand il fallait se battre contre des inconnus, tu vois, des braqueurs. Tu vois, toi quand t'as le courage de te battre, c'est avec tes amis, tu vois.
Ça fait mal. Ça fait mal. Et Luke lui fait, bah, t'es plus mon ami. Je trouvais ça très enfantin. C'est très mignon. Bah, t'es plus mon ami. Dans le livre, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, quand Luke a vu le cimetière, il s'est dit, oh putain, parce qu'il était sur le point de laisser tomber l'affaire. La forêt commençait à le rendre fou. Parce qu'il est pas un éclaireur, en fait, Luke, hein. Donc la forêt commence à le rendre fou, tout cela, il se dit que je retrouve bref, je retourne en arrière, c'est bon, c'est mort, je les laisse là, je me barre de cette forêt. Il voit le cimetière, il dit, ah putain, j'ai trouvé un truc, il revient en courant pour les prévenir. Donc il lâche son sac, et il court pour les trouver, mais putain, il n'arrive pas à les trouver, on dirait que la forêt fait tout pour qu'il n'arrive pas à les retrouver, tu vois. C'est encore pire qu'à l'aller presque, tu vois. Donc encore une fois, presque cette intention de la forêt, je peux te laisser avancer, mais je vais surtout pas te laisser revenir en arrière, tu vois. Il court, et en plus, putain, il ne retrouve pas les autres. Il se dit, mais ils sont où, putain, mais ils sont avancés pendant que je marchais devant ou pas, tu vois. Est-ce que je vais devoir retourner jusqu'à là où je les ai laissés au moment où je suis parti en éclaireur, ou c'est quoi ce bordel? Et effectivement, quand il les trouve, ils sont en train de se traîner, quoi. Ils n'ont pas bien avancé. Et ils sont limite en train de rigoler. Ils font des blagues et tout, machin. Et ce que Luke ne comprend pas, c'est qu'en fait, c'est Hatch qui fait les blagues. Il essaie de détendre l'atmosphère. Il voit bien que ses deux potes commencent à paniquer. Ils sont malades, ils sont blessés. Ils commencent à avoir peur. Et Hatch se dit, putain, avec un peu d'humour et de second degré, on va détendre l'atmosphère, tu vois. Mais Luke n'est pas en état d'entendre ça. Bref, il arrive en trombe et il dit, ah putain les gars, oh putain j'ai trouvé un truc et tout machin, je sais pas quoi. Et Dom lui fait, où est ton sac? Il fait, non mais je l'ai laissé là-bas parce que machin. Et Dom lui fait, ah ouais, et tu vas dormir dans quoi alors? Et il fait, mais putain, mais t'es sérieux là? J'essaie de te parler là. Est-ce que vous croyez à la colo ou quoi, tu vois? Je sais pas ce que sort Luke en gros, mais vous réalisez que la situation est sérieuse, tu vois? Et en fait, ça vexe Dom qui lui fait, mais bien sûr qu'on se rend compte que la situation est sérieuse, putain, tu nous prends pour qui, tu vois? Il le vanne, tu vois, je sais pas, Dom le traite du coup d'inconscient ou je sais pas quoi, tu vois. Et Luke n'apprécie pas. Et Luke, c'est ça qui déclenche les choses. Et Luke lui fait, mais putain, c'est la dernière fois qu'une traite de, je sais pas quoi, d'inconscient ou d'irresponsable. Voilà, un mot plutôt dans ce sens-là. Et il le dit en jurant et en pointant du doigt. Et les autres s'en rendent compte que là, il y a un truc qui va pas. Là, Luke a pété un câble, tu vois. Et là, il y a Hatch qui fait Dom. Tu vois, en mode Dom, calme-toi, tu vois. Mais Dom veut pas se calmer. Il ressort une réplique qui passe pas parce que pour Dom, bah voilà, c'est Luke, c'est une merde, tu vois. Il faudra toujours qu'il le remette à sa place, tu vois. Et là, Luke se dit, ce mec, bah c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que j'arrête ça, en fait. Aujourd'hui, il va comprendre que je ne serai pas toujours la victime de ses blagues. Je ne serai pas toujours le mec dont il pourra se foutre de sa gueule, tu vois. Je vais lui expliquer aujourd'hui comment les choses se passent, tu vois. Et il lui arrive dessus, il le pousse comme une merde en le traitant de bitch, tu vois. Il le pousse, Luke pousse Dom, du coup, et Dom, ça casse la gueule là, sur son mauvais genou en plus. Et là, les autres, waouh, Luke, qu'est-ce qui se passe, putain, qu'est-ce que c'est ce bordel, tu vois? Et il voit bien que là, le Luke, faut pas se mettre en travers de son chemin, tu vois. Et littéralement, Hatch et Phil s'écartent de son chemin, elle le laisse face à Dom. Et Dom, en fait, est tellement vénère qu'il se met à pleurer. Il se met à pleurer, il commence à dire ce qu'il pense de Luke, tu vois. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en disant que les dossiers commencent à ressortir, les gens commencent à dire ce qu'ils... Au-delà des attitudes, maintenant, on a les mots sur les attitudes. Et là, Dom dit, mais putain, mais c'est quoi ce cassos? Mais j'en ai marre, putain, mais j'ai plus le temps de m'occuper de ce connard, quoi, de devoir le gérer, tu vois. Il faut qu'il grandisse, quoi. C'est quoi ces conneries, tu vois, personne n'a de temps pour lui, c'est pour ça qu'il peut pas garder un boulot, c'est pour ça que personne ne peut le saquer, c'est pour ça que personne ne l'invite aux fêtes, aux anniversaires, aux machins. Voilà, Dom commence à sortir ce qu'il pense. Et là, Luke, ça facilite pas les choses, on va dire, ça calme pas les choses. Et Luke va aller rentrer dedans, va commencer à le cogner, en fait, presque à terre, je crois. Il lui pète le nez, il le dégomme, il le défonce, quoi. Et Dom finit par terre. Luke lui dit presque, je t'entends encore, t'ouvres encore ta gueule et je te nique ta mère, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Dom finit par fermer sa gueule, en fait. Et Hatch va prendre Luke et l'amener de côté. C'est ça qui va se passer. Hatch va le prendre, l'amener de côté. Et voilà, donc, l'embrouille est beaucoup plus sérieuse dans le livre que dans le film. Dans le film, il se pousse, il se tape un peu, mais ça s'arrête là. Dans le livre, Luke défigure presque son pote. Et il va vachement s'en vouloir. On va le voir qu'il va culpabiliser. Il va même s'excuser de ça après. Et ça va lui faire un pincement de cœur. Et autre chose qui est tragique pour lui, c'est que là, il comprend. Donc déjà, il était un peu en dehors du groupe, même s'il voyait un peu de temps en temps Hatch. Mais il savait bien que le groupe se voyait en dehors et qu'il ne l'invitait pas, tu vois. Et il se sentait un peu exclu. Là, il sent qu'en fait, il a franchi le point de non-retour. Il ne pourra plus jamais les retrouver, en fait. C'est fini. C'est après ça, bah, cette amitié a pris une couleur que, voilà, c'est non-retour. C'est le point de non-retour. Déjà, il sait que c'est mort pour Phil et Dom. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Les petits rendez-vous au pub une fois par an qu'ils pouvaient se faire, machin. Ah, c'est fini, c'est mort. Mais il y a un moment donné, il regarde, Hatch lui fait, mais putain, mais je savais pas que t'avais ça en toi, tu vois. Et lui, il croit qu'il blague, tu vois. Il croit que Hatch essaie de détendre l'atmosphère, tu vois. Donc, il rigole en mode, putain, ouais, j'avoue, je suis con, tu vois. En rigolant, il se tourne vers Hatch et il voit bien que Hatch ne rigole pas, en fait. Et il se rend compte quand même dans Hatch, en fait, ce qu'il voit dans son regard, c'est la déception. Donc, tu vois.
Et Luke, on le sent terrassé. On le sent terrassé, en fait. Les derniers trucs qui lui restaient, il est en train de tout perdre, en fait. Il est en train de tout perdre. Et il commence à se confier, en fait. Tu vois, il commence à avouer ses colères qu'il a. Hutch le savait, en plus. Il voyait bien que Luke bouillonnait depuis un certain temps. À chaque fois qu'il avait au téléphone, Luke était frustré. Sa vie n'allait nulle part. Il avait fait des choix, certes. Il avait fait clairement des choix de vie. Free spirit et tout ça, voilà. Free spirit, enfin, esprit libre, quoi. Je mène ma vie comme je l'entends, etc. Mais il commençait vraiment à se trouver dans une impasse. Et la seule réaction qu'il avait trouvée à cela, c'est la colère. C'est la colère et la frustration. Et pour transférer, en fait, ailleurs, cette frustration, c'est la colère, le coup et les coups. Et il confie même à Hutch qu'il s'est battu. Il a tabassé un mec dans le métro qui voulait pas le laisser descendre, tu vois, du métro, parce que le gars a voulu rentrer, voilà, cette petite scène dans le métro. Donc, il a poussé le mec est tombé. Il a même fini en garde à vue ou je sais pas quoi. Et il comprend qu'il commence à devenir maboule, quoi, qu'il a besoin d'aide, en fait. Il devient... Et je lui fais, mais je crois que c'est la ville, mec. Je crois que c'est la ville, hein. C'est pas bien, ça te réussit plus. Faut retourner à la campagne, faut retourner dans les sources, là. Regarde, c'est ce que j'ai fait, moi, tu vois. Faut sortir de la ville, Luc. C'est fini, là. Faut arrêter. C'est pas bien, t'es pas bien, tu vois. T'es pas au bon endroit, là, tout de suite, tu vois. Et on reviendra, d'ailleurs, sur la ville. La ville et la forêt, tu vois. On reviendra sur cette petite comparatif. Parce que reviens dans la campagne c'est pas la forêt, hein. J'espère que c'est assez clair. C'est pas la forêt, non. La forêt, c'est autre chose. La forêt, c'est un lieu qui est présenté ici. Donc déjà, je disais que c'était un personnage. Mais très rapidement, dès le départ, de toute façon, on a approché la forêt comme étant un lieu où réside la peur. Ou même, et là, je parle d'une peur profonde, d'une peur presque reptilienne, en fait. Profondément ancrée chez l'homme, pour qui la forêt n'est pas du tout un espace de confort, un espace un refuge. Ce n'est pas ça. Donc quand Hutch lui fait, il faut revenir là c'est bon, faut revenir à la campagne, là il lui parle de la bonne vieille campagne anglaise, retrouver papa et maman, retrouver les tea parties et se détendre, tu vois, redescendre un peu, tu vois. C'est ça qu'il lui propose. Et c'est là que Luke lui avoue du coup qu'il est revenu parce qu'il a vu un cimetière. Hutch lui fait, mais on va aller voir alors, tu vois. Et ils vont aller voir ce fameux cimetière. Scène qui est importante car comme j'ai dit, qu'il va finir par achever Phil qui était déjà mentalement très instable et le fait d'apercevoir, non seulement de savoir que là il y a des cadavres, il y a des choses, je ne sais pas quoi, ça va finir par le conforter dans les rêves qu'il a pu faire parce que les rêves de Phil, c'est ça, c'est les offrandes. Il a réussi à voir ça dans ses rêves, dans le livre, j'entends. Le cimetière va finir par complètement le déstabiliser. Et le cimetière va finir par ancrer Dom dans son déni aussi. Son déni de ce qui est en train de se passer, son déni de ce qui a pu se passer dans son rêve. Donc le film saute cette scène. Sans doute parce qu'il ne voulait pas montrer des ossements d'enfants, je ne sais pas. Donc voilà. Donc cette baston est également un de ces moments clés dans cette aventure qu'ils ont, dans cette tentative clairement pour le moment en échec de réconciliation, de retrouvailles. Le dynamisme du groupe en fait est mis à jour et voilà. D'un côté dans le film on voit qu'il y a une histoire de culpabilité et dans le livre on voit qu'il y a une histoire de déchéance en fait. Ou en tout cas c'est présenté comme une déchéance. Luke est accusé d'être un loser, quoi. Donc là, ce que le film va rajouter juste avant, donc de clore avec ce chapitre, cette partie de l'aventure, donc retour dans la forêt. Ce que le film va rajouter, lui, c'est la découverte d'une vieille tente abandonnée. Donc le livre n'a pas cette scène. Le film rajoute cela. Ils vont découvrir une tente en fait qu'ils vont réussir à extirper. Donc la tente s'est faite quasiment absorbée par la forêt. Il y a de la mousse dessus, il y a plein de choses. Ils réussissent à l'étirer et là ils découvrent dedans des chaussures. Ils prennent bien leur temps de tout sortir, mais vraiment comme des petits archéologues. Et il retrouve surtout un portefeuille. Et dans ce portefeuille, il voit une pièce d'identité, etc. Donc une famille suédoise, papa, maman, les 2 enfants, tous blonds, mais blonds de chez blonds. Et là, on voit que ces éléments datent des années 80. Donc ils se rendent compte que c'est pas un bon signe du tout. Pas un bon signe du tout. Donc ça veut dire que ces gens ne sont pas sortis vivants de cette forêt. Ils le comprennent. Ou alors ils sont sortis, s'ils sont sortis, c'était sans leurs vêtements, sans leurs chaussures et sans leur pièce d'identité. Bon. Donc voilà. Autre signe prémonitoire. On arrive maintenant au chapitre que j'appellerais celui de l'enlèvement. C'est-à-dire que là, maintenant, ils vont planter leur tente et là, ça y est. Hutch se rend compte que là, c'est plus possible. Je crois qu'il se rend compte de la connerie qu'il a pu faire et que ce projet, dans le livre en tout cas, il se rend compte que le projet qu'il a eu est absolument démesuré pour Dom surtout, mais aussi pour Phil, et que là, ils pourront pas avancer en fait. Ils peuvent plus. Il établit donc le plan de rester avec Dom et Phil dans la tente et laisser Luke partir chercher des secours et revenir avec. Bien entendu, il aurait préféré lui partir et laisser Luke avec les 2 autres, mais vu qu'il y a eu la scène de la baston, il ne peut plus. C'est vraiment hors de question maintenant. Donc là, l'idée, c'est qu'il reste avec eux et Luke devra prendre les devants. Et quand il annonce ça à Luke, Luke comprend qu'ils sont dans la merde. Hein. Parce que pour que Hutch en arrive à dire, écoute, je vais rester avec eux, toi, tu prends les devants, tu vas chercher de l'aide. Pour que Hutch en arrive là, c'est que les choses sont assez graves, quoi. Donc Luke se dit, on est baisé, quoi. On est foutu. Alors, juste avant de partir, du coup, Luke va en profiter, pas dans le film, dans le livre, il va en profiter pour présenter ses excuses. Parce que, comme je disais, il s'en veut. Après, une fois que le coup de sang est passé, il s'en veut. Il se dit que merde, qu'est-ce que j'ai foutu, en fait? Donc, il veut s'excuser platement, il veut
Il faut au moins faire ça avant de partir. Il appelle Dom, il fait Dom est sous sa tente, ils ont monté les tentes. Dom est sous sa tente, Dom ne répond pas. Parce qu'ils ont 2 tentes, donc il y a Luke qui dort avec Phil, et Dom dort avec Hatch. Heureusement d'ailleurs, vu la baston. Il dit Dom, écoute Dom, je suis désolé pour tout à l'heure, je tiens à te le dire avant de partir demain, je préfère te dire que je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Et Dom lui fait, tu prends tes excuses et tu te les fous au cul, tu vois. Et Luke lui fait, ok, fair enough, ok, si tu veux quoi. Et Dom lui fait, mais bien sûr, si je veux, tu vois. Et d'ailleurs, si jamais tu te dis que tu vas rattaquer l'un d'entre nous, ce qui est assez gonflé de la part de Dom, quelque part, qui automatiquement exclut Luke et oppose Luke aux 3 autres. Alors que la baston, c'est entre eux 2 au départ. Mais c'est pour dire à quel point Luke était déjà exclu de ces dynamiques de groupe. Pour qu'une baston ait lieu et que Dom puisse conclure en disant, on a parlé de toi et voilà, si jamais tu reviens, si tu t'en prends à l'un d'entre nous, cette fois-ci, on saura comment te gérer. C'est une façon de dire, écoute, on a traité de ton cas et tel Cassos en fait, tel Cassos c'était pas des nôtres. Et donc t'as attaqué l'un d'entre nous, donc on a parlé de toi pour voir comment on fait si jamais t'en attaques un autre. Donc si potentiellement t'étais dangereux en fait, et tu peux t'en prendre à n'importe qui, sans raison. Comme s'il n'y avait pas un raisonnement derrière, comme s'il n'y avait pas une cause sérieuse derrière. Au-delà du juste, c'est un putain de Cassos. Et il veut se battre, il veut en découdre quoi, tu vois. Parce que c'est un putain de loser, ou parce que potentiellement c'est un alcoolique dans le film. Donc il lui dit ça. Donc ce qui ne facilite pas les choses non plus, tu vois. Luke s'est retrouvé dans cette posture, c'est très condescendant en plus, tu vois. Éclate. Et il dit, ah ouais, parce que toi, tu n'as rien à te reprocher, en fait, tu te dis. Et Dom lui fait, ah ouais, je devrais me reprocher des choses. J'ai fait des choses qui méritaient que tu me tabasses comme tu l'as fait, là, tu vois. Et là, Luke commence, maintenant, c'est à Luke d'ouvrir son sac, tu vois. Il commence à leur dire, mais vous croyez que ça me fait plaisir d'être toujours le mec que vous calculez pas, que vous méprisez? C'est quoi le sens, quoi? Vous m'avez invité ici pour venir avec vous, et depuis le départ, on ne m'écoute jamais, on ne me considère pas, je me sens mais mis à côté, mis à l'écart en fait. Tout ce que je dis, quand je parle des meufs avec qui je sors, pour vous, c'est des meufs paumées, tu vois, pas des putes, mais tu vois, c'est des cagoles limite, tu vois, je sais pas, tu vois. Quand je parle d'un CD de musique qui m'intéresse en ce moment, du coup, ça vous me le prenez jamais au sérieux, tu vois, pour vous, c'est des délires de lycéen ou d'une nuda. Donc voilà en fait, qu'est-ce que je peux encore dire devant vous, tu vois. Et Dom va lui dire, écoute, peut-être que c'est tout simplement stupide, en fait, ce que tu as à nous dire, et que finalement, ça n'a aucun intérêt, c'est pas intéressant, tu vois. Il lui fait, mais dans ce cas, pourquoi m'inviter? Pourquoi m'avoir invité, alors, tu vois? De courant ne passe pas. Il n'arrive pas à résoudre cette question, et bien sûr, ça part en engueulé derrière, et Phil va lui dire, mais tu surréagis, on n'a pas voulu te faire sentir mis de côté et tout ça. Il lui fait, si, c'est ce que j'ai ressenti, moi, tu vois. C'est ce que j'ai ressenti. Et ça ne va pas se régler, donc en fait, Luke va juste lui dire, écoute, moi, demain, de toute façon, je me cache, je vous laisse là, je vous laisse dans votre merde, j'en ai plus rien à foutre, en fait, je me sentais mal, mais là, en fait, il y a plus de raison, tu vois. Et donc, voilà, peace off, machin, bref. Chacun finit dans son coin, personne ne veut se parler. C'est là que Hatch va prendre Luke à part et va lui expliquer en fait que les choses ne sont pas comme il a cru. Donc lui, dans sa tête, il est parti bille en tête que voilà, les autres le méprisent parce que lui n'a pas réussi comme eux. Et Hatch va lui faire comprendre que c'est pas si simple que ça en fait, et que quelque part il est lui aussi en fait a peut-être cet esprit un peu étriqué, en tout cas cette parano, cette façon qu'il a de se voir, de se juger, il prête ce jugement aux autres quelque part. Et finalement, il a peut-être tort. Et là, il se trouve qu'il a un peu tort, en vrai. C'est ça que j'ai aimé, cette remise en question. Parce que Hatch lui apprend, en fait, que les 2 autres, douillent en ce moment. Déjà, en fait, leur business s'est écroulé, s'est cassé la gueule. Ils sont endettés, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Crise immobilière, tout ça, tout le tintouin. Phil s'est fait virer de son travail, il est surendetté, donc là, il démarche pour essayer de trouver du travail. Et Dom, lui, clairement, n'en a plus, n'a rien. Il est à la maison en train de garder ses gosses. Heureusement qu'ils avaient un petit pactole de côté. Dom, en tout cas, heureusement qu'il avait un petit pactole de côté, mais ce pactole s'amenuise à une vitesse grand V, quoi. Il a sa femme qui est malade, qui, après la naissance du 2e petit, est tombée dans une sorte de dépression chronique. Donc, en fait, Dom s'occupe tout seul des 2 enfants. Et pareil, je crois que c'est pas facile non plus avec les gosses, je sais plus, mais c'est pas rose, quoi. C'est pas rose. Et Phil, lui, est carrément marié à une sorte de vampire qui s'intéressait qu'à sa thune. Et maintenant qu'il est ruiné, elle veut se barrer avec les gosses et elle a déjà un procès en cours. Elle va gagner la garde des enfants et Phil verra ses enfants que de temps en temps et elle va peut-être partir avec le peu d'argent qui lui reste. Donc voilà leur situation. Luke hallucine en fait. Il hallucine. Il leur fait, mais attends, mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Il demande à Hatch, mais pourquoi tu m'en as pas parlé, putain? Hatch lui fait, mais putain, parce que c'était pas le but de cette randonnée. Vous voulez pas être là à parler tous de nos problèmes, tu vois? Je voulais qu'on oublie tout ça. Hatch est un peu con quand même. Et un peu con. Parce que justement, Luke s'est senti mal par rapport à ça. Il sentait bien que quelque chose n'allait peut-être pas, mais il avait l'impression d'être exclu même de ça, même des confidences. Il n'était pas dedans. On n'en parlait pas quand il était là. Hatch a entretenu ça. Sans vouloir faire du mal, mais il a entretenu. Et il voulait pas non plus que Luke utilise ces arguments-là pour blesser les autres. Il sentait bien que c'était tendu entre eux. Alors qu'en réalité, non. Quand Luke apprend cela, il redescend.
Il redescend, en fait. Il se rend compte que, mais putain, on a tous nos problèmes, tu vois. On a tous nos problèmes. En tout cas, c'est présenté comme ça, tu vois. On a tous nos problèmes et que lui, non seulement ces mecs ont leurs problèmes, mais en fait, il réalise que lui a passé son temps, ses principaux centres d'intérêt, c'est de parler des meufs avec qui il sort, parce que du coup, il enchaîne les relations, c'est un esprit libre, comme il s'appelle, tu vois. Et il enchaîne les relations, voilà. Il n'a pas de dette, il n'a pas de responsabilité, il est libre comme l'air, il peut faire ce qu'il veut, tu vois. Et donc, le fait de dire ça à des mecs qui croulent sous les dettes, qui ont des femmes malades, ou en tout cas des femmes haineuses, des enfants qu'ils aiment mais qu'ils ne peuvent pas voir facilement, bah, c'est peut-être pas la meilleure discussion pour eux, quoi. Donc, en fait, quand il fermait ces avis-là, quand il commençait à établir des avis pareils et que les autres, en fait, fermaient les écoutilles, tu vois, fermer, voilà, mettez un terme tout de suite à ces discussions, lui, il voyait par ça un manque d'intérêt pour son avis, mais en fait, non, il était en train de les blesser. Il était en train de les blesser, mais en plus, il en est pris physiquement à l'un d'eux, donc il l'a vraiment blessé, tu vois. Ça le fait relativiser. Ça le fait vraiment relativiser. Ça va le bousculer dans ses certitudes. Ça va le bousculer dans ses certitudes et dans surtout les projections qu'il fait. Il prête aux autres des sentiments que finalement, qu'il est peut-être seul à entretenir. Donc voilà, c'est un bon moment qu'il a là avec Hatch, une bonne discussion qu'ils ont ensemble. Et pendant qu'ils ont des discussions, ils vont entendre au loin un hurlement, un rugissement. Ça y est, la bête commence à se manifester. C'est un grognement entre le chacal, la hyène, je sais pas. Et donc un truc à la fois aigu, mais aussi un truc rauque et très lourd, comme une sorte de buffle comme ça, enfin un cerf qui, je sais pas s'il brame le cerf, je sais plus. Voilà, on a un truc comme ça. Et en fait, ce qui est génial, ils l'entendent, ça leur fait peur. Mais Hatch va tout de suite ne pas calculer la chose. Il est fatigué, il va aller se coucher en fait. Et là, il fait penser un peu à Dom en fait. Ce que je ne peux pas m'expliquer, ce que je ne peux pas justifier, bah je vais préférer l'ignorer. Et Luke est le seul qui se dit, mais putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce son? Parce que le son revient encore, mais d'un autre côté. Comme si cette créature venait de se déplacer à une vitesse folle, de l'est à l'ouest quoi, mais en faisant le tour du campement. De manière assez éloignée en plus, tu vois. Parce qu'ils sont un peu en hauteur, ils sont surélevés par rapport au paysage à ce moment-là. Mais Hatch ne veut pas en parler. Il soulève même pas le sujet. Il va juste se coucher en disant, bonne nuit, demain, dors tôt, lève-toi tôt demain, tu peux prendre nos provisions, tu manges, tu as besoin de force et tu fonces, tu vas nous chercher des secours. Tu vois. Voilà ce qu'il lui dit, il va se coucher. Donc Luke fait exactement ce qu'il a fait quand Dom avait imposé son avis sur le chemin à prendre. Et du coup, il tait ses doutes, il va taire ses soupçons, et il va aller se coucher aussi. Donc ils sont au pieu tous quand les événements de la nuit vont se dérouler. Alors, dans le film, ainsi que dans le livre, d'ailleurs, ce qui va se passer ces nuits-là, c'est encore des rêves. C'est encore des rêves. Et on commence à comprendre justement que ces rêves accompagne la présence de la créature. Et c'est même pas que de l'instinct, presque. Alors, plusieurs explications possibles à cela. Effectivement, soit sa présence réveille dans l'inconscient cette peur, enfin, les sens perçoivent cette présence terrible et le traduisent dans les rêves, une façon de gérer cela, de gérer ce traumatisme, ou alors tout simplement c'est la bête par elle-même qui projette ces rêves-là, qui a ce pouvoir de projeter ces intentions-là. Alors le film ira vers cette voie-là plutôt, vers la voie où c'est la créature qui est capable en fait comme ça de modifier à la fois l'environnement, le décor. C'est ce qu'on est amené à croire en fait quand Luke a escaladé la crête et qu'il s'est rendu compte que la forêt se poursuivait et qu'il n'y avait pas de sortie. On peut être amené à croire qu'en fait que cette créature a aussi un pouvoir de perception, enfin sur cet environnement-là et faire apparaître la réalité telle qu'elle le veut. Dans le livre, c'est plutôt une réaction du corps à la présence de la créature qui va mener à ces rêves-là. Mais ça reste des rêves ou des intuitions quand on est réveillé. Mais le rêve reste dans le domaine du rêve et l'intuition reste dans le domaine de l'intuition. Dans le film, ce pouvoir qu'a la bête va atteindre un paroxysme vers la fin où elle va commencer à balancer des hallucinations aux gens éveillés. Donc là, on se rend compte que c'est un pouvoir qu'elle détient. Donc voilà, ce n'est pas la même bête, ce ne sont pas les mêmes pouvoirs. De toute façon, on ira en profondeur sur la description de la bête plus tard, mais déjà sur ce pouvoir-là, sur ce point-là, le film lui donne le pouvoir de projeter des images dans l'inconscient, dans les rêves, mais également chez la personne éveillée. Le livre rend la chose plus ambiguë. Soit c'est la créature qui projette ces intentions-là, qui projette ces images-là, soit c'est le corps qui crée ces images, le corps qui ressent, les sens qui captent tout cela et qui retraduisent des choses qui sont là, qui planent autour. Toujours est-il que le film réussit encore une fois à très bien intégrer le rêve dans la réalité parce que Luke, on croit qu'il est en train de faire ses affaires, de ranger, sort une bouteille, prend une lumière et tout d'un coup il entend la créature qui s'est rapprochée, qui marche autour du campement. Là il va allumer sa lumière et là il va voir en fait qu'elle s'est rapprochée de la tente. Il va ouvrir et ce qu'il va voir, c'est encore une fois la boutique qui est venu là dans le rêve. Et ça fait penser un peu à cet aspect du rêve qui souvent va intégrer ce qui se passe à l'extérieur, parce que clairement il est en train de rêver. Et une des qualités du rêve, c'est pour adapter un peu, quand on dort par exemple, qu'il y a des bruits autour, le rêve va s'adapter et va intégrer ce bruit dans le rêve. Et pendant qu'on est en train de faire notre rêve, ce bruit va trouver un sens dans ce rêve, il va trouver une place, alors qu'en réalité il se passe de manière extérieure. Il a une cause, clairement, qui est extérieure, extradiégétique. Si le rêve, c'est le film, c'est extradiégétique. Donc voilà, là, ça intègre le fait que les pas de la bête autour, les cris, et en fait, il va revoir la scène, les braqueurs vont refaire la même chose, tuer Rob, et cette fois-ci, un des braqueurs le fixe, et le regard du braqueur brille, une sorte de couleur comme ça argentée, et en réalité, c'est le regard du monstre, mais qui a là l'apparence d'un des braqueurs. Et là, tout d'un coup, la tente à côté de lui s'envole, il entend des cris, des hurlements, et c'est là qu'il se réveille. Ouais, c'est les limites du rêve aussi, de tout intégrer, à un moment donné,
le cri, le bruit strident, le bruit amplifié rompt l'emprise du rêve. Donc là, Luke se réveille. Et on se rend compte qu'en fait, que Hutch n'est plus là. Hutch n'est plus là, c'est Dom qui hurle. On arrive, alors dans le film, ils ont chacun sa tente. Donc la tente d'Hutch a été attaquée, mais dans le livre, ils dorment à deux, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est Dom qui hurle, il a vu la scène, il a vu quelque chose prendre Hutch. Et il voudra pas en parler encore. Même là, il continue à nier. Même là, il ne veut pas dire ce qu'il a vu. Il ne veut pas dire qu'il a vu une bête prendre Hutch dans sa gueule comme un chien qui prendrait un os et qu'il s'est barré avec. Pendant que Hutch hurlait et essayait de se débattre. Il ne voudra pas en parler. Et d'ailleurs, à un moment donné, ils vont essayer de le cuisiner et il va dire non, putain, non, ne me faites pas ça, ne m'obligez pas à me rappeler, tu vois. Dom fait un blocage, Dom a clairement sur la défensive, Dom a clairement cette barrière qu'il érige entre ce qu'il accepte et ce qu'il n'accepte pas. Et ce qu'il n'accepte pas est derrière la barrière. Et il faut y aller pour lui faire baisser la barrière. Donc toujours est-il qu'il se rend compte que Hutch n'est plus présent, qu'il y a du sang dans la tente. Et là, ils se mettent tous à chercher Hutch, à hurler, à appeler son nom. Alors, dans le livre, ça prend du temps. Il hurle, il cherche très longtemps jusqu'à ce que l'aube presque arrive. Et c'est là qu'ils se rendent compte que non, en fait. Hutch ne reviendra pas. Hutch, c'est fini. Dans le film, ça prend plus des aspects du Blair Witch Project, avec Josh, là, qui se fait torturer au loin par la sorcière. Ça fait un peu plus ça parce qu'il hurle au fond, comme si la créature leur tendait un piège. Parce qu'ils vont courir après, et ils vont se perdre tous comme des cons, en fait. Ils vont se perdre. Ils vont chercher Hutch longtemps, et là, en fait, Dom et Phil vont réussir à calmer Luke et lui dire, faut qu'on revienne, parce que Luke est chaud. Il l'est dans le livre, et c'est repris par le film. Il n'est pas chaud au même moment, mais quand il se sent acculé, Luke, en fait, a cette réaction, tout d'un coup, il va puiser dans sa haine, dans cette haine qu'il a accumulée, dans cette colère qu'il a accumulée, il va se retrouver dans une place comme ça en lui, où il va y aller, il a plus rien à perdre. Il est prêt à crever. Il est kamikaze. Donc, dans le film, Dom et Phil arrivent à l'arrêter enfin, ils lui disent, mais attends, là, on va se perdre, on va plus jamais retrouver les tentes et nos affaires, essayons de retrouver nos affaires, et là, on va pouvoir repartir à sa recherche. Avec les lampes et tout ça. Donc ils retournent en arrière, mais ils ne vont pas trouver leurs affaires, et donc ils se sont perdus, ils ont perdu la tente, ils ont perdu les vêtements, ils ont tout perdu, donc ils vont s'asseoir à un endroit et attendre que le jour se lève. Ça, c'est le film. Dans le livre, ils ont hurlé, ils ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé, ils n'ont pas perdu la tente de vue ni tout cela, mais à un moment donné, c'est Luke qui réalise que là, c'est mort en fait. Hutch est parti. Il ne reviendra pas. Et qu'il faut y aller. Et qu'il sait qu'il ne peut pas laisser les deux autres ici maintenant. Le plan est à revoir. Le fameux plan où il est laissé là, il allait chercher des secours, ce n'est plus possible. Pas avec une créature qui bouffe les gens. Donc il leur dit, bon, on va prendre ses affaires, on va prendre ce qui peut servir et il faut qu'on y aille. Et Dom va lui faire quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Il fait, faut qu'on y aille en fait. Et Dom lui fait, mais putain, mais on ne va nulle part jusqu'à ce qu'on les trouve en fait. Ils commencent à paniquer, ils se battent même un peu, enfin ils se battent pas vraiment, mais ils se bousculent les uns les autres, ils sont paniqués, ils sont paumés, ils pleurent, ils s'agrippent, ils se fuient, ils se font peur, enfin... Ils paniquent, ils ont une crise d'angoisse. Ils ont une crise d'angoisse collective. Et quand ils se sont enfin remis, ils en parlent. Et c'est Phil qui, le premier, se range du côté de Luke en disant, il faut pas qu'on reste là. Il a raison, on peut pas rester là, il faut y aller là. Il est hors de question de rester dans cette forêt. Et Luke fait, ouais. Et là, maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on fasse mon plan. C'est-à-dire, on ressort par là où on est entré, mais là, c'est trop tard. On a trop avancé. On a trop pénétré dans cette forêt. C'est trop tard, on ne peut plus retrouver notre chemin. Je pense que même là, il aurait mieux valu tenter cela. Mais bon, bref. Je parle comme si ça pouvait changer l'histoire, quoi. Mais si, ça aurait pu changer l'histoire. Et il fait, on va y aller. Luke prend les devants maintenant. Je ne vais pas vous laisser tomber. On sort ensemble. On ne s'abandonne pas. On va sortir de cette forêt. Et Dom lui fait, mais pourquoi? Parce que tu sais où on est peut-être. Luke lui fait, vaguement, tu sais, pour essayer de les rassurer. Et Dom lui fait vaguement. Putain, c'est vaguement qui nous a mis dans cette situation. Si on continue dans le vaguement, on va crever en fait comme Hutch. Donc à un moment donné, ça suffit le vaguement, tu vois. Et Dom l'engueule comme si c'était de sa faute, comme si c'était de sa responsabilité de les sortir de là ou de les amener, tu vois. Parce qu'ils ne savent pas lire la carte ou utiliser la boussole les deux autres. Tu vois. Donc Luke est sa seule voie de sortie, son seul secours du moment, son seul espoir, et il lui rentre dedans pour dire à quel point Dom est un con, quoi. Il y a pas d'autre mot à dire, Dom est un con. Mais en tout cas, Luke ne le prend pas comme ça et ça va aller, quoi. Donc Luke prend les devants. Donc il y a un basculement du coup des responsabilités. L'ordre hiérarchique jusque-là c'était Hutch et je dirais Dom et Phil et ensuite Luke dans les avis et tout ça. Maintenant c'est Luke. Et ça va lui peser, ça. Il va vraiment le ressentir. Ça ne se développe pas dans le film, bien sûr, mais on va ressentir que c'est un poids pour lui d'avoir cette responsabilité. Il n'a jamais eu de responsabilité. Et là, tout d'un coup, il doit s'occuper de ses amis. Donc, c'est une initiation qui se fait, là. Et derrière, là, il y a un moment assez pathétique. C'est-à-dire qu'avant de quitter la tente, ils vont faire le point sur les autres billets qui leur restent, en fait. Ils se disent, mais c'est bon, enfin, l'hôtel, ils vont bien voir, parce qu'il y a un gîte où ils devaient se retrouver. Ils vont dire, mais ils vont bien voir qu'on n'est pas arrivé depuis des jours. Ils vont forcément appeler au secours, tu vois. Ils disent, non, c'est juste un gîte, en fait. Des gens qui viennent pas, ils en voient tout le temps, ils appellent pas les flics pour autant, tu vois. Même s'ils appelaient les flics allaient pas, dans l'immédiat, organiser une battue, pour les retrouver. Et ils commencent à faire le tour de qui va s'inquiéter pour eux, en fait, en ne les voyant pas venir, à part la femme de Hutch. Dom ne répond pas, Phil ne répond pas. C'est-à-dire qu'en fait, ni leur femme, ni leur entourage ne va s'inquiéter pour eux dans les jours à venir, s'ils ne se manifestent pas. Luke aussi fait le point.
Et il se rend compte qu'il arrive au même résultat, sans avoir fait le même choix qu'eux, en fait. Et c'est presque là qu'on pourrait se dire que finalement, putain, ils sont cons de ne pas réaliser qu'ils ont avant tout, s'ils ont un truc en commun, c'est leur amitié. Ok, ils sont différents maintenant, ils ont fait des choix différents, mais au moment où c'est la merde, s'il y a quelqu'un sur qui ils peuvent compter, bah c'est entre eux, même sans être présents, si on veut, même sans être ensemble. C'est-à-dire qu'ils se connaissent assez pour pouvoir avoir recours les uns aux autres, parce que malgré la vie qu'ils ont choisie, malgré la liberté que les uns ont choisi et le succès que les autres ont visé, bah, il se trouve que là, Luc, lui pareil, fait le point et il n'y a personne qui va s'inquiéter pour lui, en fait. Personne ne va appeler dans les jours à venir. S'il y a quelqu'un, c'est pas le patron de la boutique de CD, la seule personne qui va peut-être s'inquiéter, c'est sa coloc, parce qu'elle va en avoir marre à un moment donné de promener son chien. Elle va se demander où il est, donc elle va peut-être appeler la boutique, puis elle saura pas, puis elle va attendre, mais peut-être que un mois va passer au moins, tu vois. Et ses parents, peut-être qu'au bout d'un mois, vont commencer à s'inquiéter, venir en Suède, faire des appels, essayer de le trouver, tu vois. Mais au-delà, c'est assez, moi je trouve ça assez ironique en fait que la conclusion soit la même. Phil, lui, ne parle même pas quand ils disent Phil. Combien de temps avant que quelqu'un se manifeste quand ils verront que t'es no show, que tu ne te manifestes pas, que tu n'appelles pas, etc. Il fait bah j'ai rendez-vous lundi à la banque. Voilà ce qu'il dit. Donc il dit pas sa femme, il dit pas des amis, il dit pas. Donc c'est con en fait. Ces gens se sont éloignés comme s'ils avaient trouvé autre chose, mais ce qu'ils ont trouvé c'est clairement pas d'autres amitiés. Ils ont peut-être perdu de vue l'essentiel, c'est-à-dire qu'il fallait préserver et il faut continuer à préserver cette amitié parce que c'est tout ce qu'ils ont. Et ils ont beau cracher sur les amis qu'ils ont, bah c'est peut-être les meilleurs amis qu'ils peuvent se permettre, qu'ils pourront avoir dans l'état des choses, tu vois. Donc c'est assez intelligent finalement de les avoir réconciliés là-dessus, de les avoir réconciliés sur le fait que bah les mecs, ce que vous aviez de plus précieux c'est l'amitié en fait. Et la question n'a jamais été celle des moyens, celle de la fortune. Et c'est d'ailleurs là que j'apprécie le traitement que le film a fait de Dom et Phil. C'est-à-dire que, ok, peut-être qu'ils ont réussi, mais ça ne saute pas aux yeux, hein, de toute façon. Mais ils ont l'air normaux, en couple, tout va bien, tu vois. Le livre les détruit quelque part. Il faut révéler forcément que, aussi riches qu'ils soient, enfin, ils ont choisi la voie du succès, mais finalement, en fait, ils sont pas si riches que ça, tu vois. Finalement, ils sont même pires, ils sont endettés. Et ça pose une morale un peu à la con, où on dirait qu'il est en train de nous dire qu'au moins si t'as choisi la voie de l'art, de ta passion, etc., même si la fortune n'est pas au rendez-vous, au moins t'auras suivi ton cœur, tu vois. Alors que ceux qui ont choisi l'argent, la sécurité, bah, finalement, ça se casse la gueule et ils se retrouvent avec rien. Bah, c'est un peu faible, en fait, parce que ça n'a jamais été ça, la question. Ça n'a jamais été la question de leurs moyens. Ou alors, il fallait le poser sous l'aspect du comment ça se fait que vous ayez, que vous ne m'aidez pas. Vous savez très bien que je galère en termes d'argent. Bah, achetez au moins mes sons ou machin, tu vois. Vous pourriez au moins faire un effort financier pour me, tu vois, de manière intelligente. Ça rappelle un roman d'ailleurs de George Orwell où on a ces dynamiques assez intéressantes entre un pauvre et un riche qui sont amis et qui aiment bien aller prendre des coups. Et quand ils vont aller prendre des coups, bah, il y a tout un rituel en place. C'est-à-dire, il faut que le pauvre paye en premier. Parce que les riches le savent ça. S'il paye lui en premier, le pauvre ne pourra pas suivre parce qu'on dirait qu'il commence, hein, je paye d'abord, tu payes ensuite, puis je paye, tu payes. Et le pauvre ne pourra pas suivre et ça va le vexer en fait. Et donc en fait, il faut que le pauvre paye d'abord et ensuite le riche derrière peut payer 12 pintes derrière pour inviter à son tour. Parce que de toute façon, l'autre a invité en premier. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Ils ont ce rituel-là qui fait que le pauvre doit toujours ouvrir l'invitation. Et après, le pauvre peut suivre, peut accepter de se faire inviter parce qu'il a cet orgueil. Donc ça, c'est un autre... Voilà, ça, c'est la question qui est posée. Comment avoir une amitié de classe? Ici, c'est pas du tout la question. Ça ne devrait pas être ça. La question devrait être celle de l'amitié. Et dans cette question de l'amitié, que les autres aient réussi ou pas, c'est pas du tout la question. C'est comment, malgré cela, on peut s'entendre. Malgré cette différence des moyens qu'on a, de ce qu'on peut se permettre, de ce qu'on peut s'autoriser, du mode de vie qu'on a, qu'on continue à pouvoir estimer et à apprécier à sa juste valeur cette amitié qu'on a, qui est née dans des conditions qui ne se répéteront plus. Cet âge où on s'est vraiment apprécié, où on s'est vraiment connu, où on a passé beaucoup de temps les uns avec les autres, tant qu'on n'aura plus jamais, pour qui que ce soit d'autre, hein, de toute façon, parce que maintenant on a une famille, on a des responsabilités, tout ce que tu veux, tu vois. Ou quand on a ni famille ni responsabilité comme Luc, bah en fait les autres n'ont pas ce temps, donc ils les voient pas non plus, hein, de toute façon. Donc malgré tout ça, voilà, comment garder cette chose qui est précieuse et comment reconnaître et se rappeler qu'elle est précieuse. Et en faisant en sorte que ceux qui ont choisi la voie du succès, en tout cas de la sécurité financière, etc., qui ont investi, en faisant en sorte qu'ils se soient cassés la gueule et qu'ils soient en problème avec leur femme, en fait, ils n'ont plus rien. Et cette punition me fait plus penser à une vendetta personnelle de l'auteur que vraiment une réflexion qui a sa place à avoir ici, tu vois. C'est pas le chemin qui a été emprunté depuis le départ, même si Luc à un moment donné pose la question du comment ça se fait que certains ont tout et d'autres n'ont rien, c'est pas dans ce sens-là qu'il le dit. C'est plus comment les gens sont heureux en fait. Est-ce qu'il y a vraiment des gens heureux? Et même Dom va le rejoindre dans cette question plus tard. Il dira, tu penses qu'on peut être heureux et tout ça? Mais il n'y a pas besoin de les écraser à ce point, Dom et Phil, pour en arriver à cette question-là. Pas besoin. Donc voilà, cette punition m'a semblé un peu exagérée, et j'aurais préféré qu'on laisse Phil et Dom tranquilles, quoi. Parce que comme par hasard, les deux qui ont choisi le business, comme par hasard, les deux sont écroulés, les deux sont en problème avec leur femme, les deux vont avoir du mal à voir leurs enfants, les deux sont endettés et les deux n'ont plus de boulot. C'est quand même, si c'est pas une vengeance personnelle de l'auteur, s'il n'y a pas un message derrière, tu vois.
On dirait un fantasme personnel, en fait. Donc voilà, je vais pas plus creuser que ça, ces points-là, mais je trouve que c'est dommage. Ça encombre la situation. Et ce n'est surtout pas le sujet. Ce n'est surtout pas le sujet. Ils ont fait leur choix. Ces choix ont des conséquences. On a des choses à gagner, des choses à perdre, et il faut trouver un équilibre. Il faut reconnaître la situation dans laquelle on est et vivre avec. Pour Luc, la plupart des gens, même quand ça ne va pas, c'est tout un discours social dans cette société qu'il rejette, qui se prélasse dans cet exercice du paraître, de la réussite, du combien je gagne. Et lui a choisi que non, il n'en veut pas. Du coup, la conséquence immédiate, c'est je ne gagne pas grand chose. Luc doit gagner 800 € par mois, ce qu'il dit à un moment. Et donc, comment je vis avec ça? Quand mes amis, eux, par contre, ont fait vraiment le choix de gagner bien leur vie, de vivre convenablement, d'acheter des grandes maisons, de machin. Comment on fait pour quand même s'entendre? Je trouve ça beaucoup plus intéressant, quoi. C'est beaucoup plus intéressant. Et s'il faut créer un conflit à partir de cela, j'ai envie de dire que le conflit est déjà là. Pas besoin de dire que oui, mais Luc, en leur disant que tu enchaînes les femmes, les aventures, etc., tu leur rappelles ce qu'eux ne peuvent plus faire et du coup ça leur fait de la peine, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de faire en sorte qu'ils aient échoué dans leur vie sentimentale pour que ça leur fasse de la peine. C'est complètement con. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas le même type de couple. Même s'ils sont mariés, les autres, et qu'ils sont encore dans leur couple et que tout va bien, qu'ils ont leurs enfants, et que ça va, tu vois. C'est en complète opposition avec la façon dont Luc vit ses aventures sans lendemain. Dans tous les cas. Et donc, ils peuvent déjà être opposés là-dessus il n'y a pas besoin à ce que les autres aient une douleur, en fait, que leur couple leur rappelle une douleur et que du coup, non seulement ils n'assument pas, mais en plus, ça leur fait mal. C'est presque s'ils jalousaient, en fait. Voilà. C'est le rôle, finalement. C'est là où je veux en venir. C'est comme s'ils jalousaient Luc, en fait, en ne voulant pas entendre parler de ses aventures qu'il enchaîne, etc. Parce qu'eux sont endettés, leurs femmes leur prennent la tête, et la femme de Phil, elle, de toute façon, n'est intéressée que par son argent. Et la femme de Dom, je crois, elle est dépressive, elle est devenue folle, enfin, je sais pas quoi, mais bref, ça ne va pas, quoi, ça ne va pas. Et donc, oh là là, qu'est-ce qu'il donnerait pour être à la place de Luc qui s'enchaîne les gamines, tu vois? Le contraste n'est plus sur le bon terrain. Le contraste devrait être par rapport au choix de vie et aux conséquences non exagérées de ces choix de vie. Conséquence première, ça suffira largement. Luc a choisi de fuir cette sociabilité forcée, le réseau, la haute société, tout cela, voilà. Il a choisi de vivre pour son art. Hatch a décidé de vivre de manière modeste, et Dom et Phil sont des businessmen qui veulent avant tout bien gagner leur vie. Ça suffit. Vous prenez des personnages comme ça, vous les mettez dans une pièce ensemble, et vous essayez de faire en sorte qu'ils passent une soirée correcte, et vous verrez très bien, ça va tout de suite partir en couille, que ce soit sur la question politique, que ce soit sur la question sociale, que ce soit sur la question de la sécu, ça va partir en cacahuète, tout de suite. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Pas besoin de rajouter des conséquences incroyables qui seraient, parce que du coup, ça devient du cas particulier. Et je pense que le cas particulier ici n'a pas d'intérêt forcément. Il n'a pas d'intérêt. Dom dans le film aime sa femme et ça se passe très bien. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Dom, dans le cauchemar qu'il a fait, le Dom du livre n'aurait certainement pas appelé sa femme. C'est pas sa femme qui l'aurait appelé, mais par contre ses enfants, oui peut-être ses enfants. Parce que on apprendra plus tard que son rêve c'était de se voir offert en sacrifice. Et donc du coup non, parce qu'il aime ses enfants, il veut revoir ses enfants, donc il aurait dû appeler ses enfants. Peut-être qu'il aime sa femme aussi, dans le fond. Donc voilà, j'ai beaucoup extrapolé sur ce point, mais je continue à être persuadé que c'était une erreur dans le livre. C'était une erreur et c'était presque personnel de la part de l'auteur de cracher comme ça sur le riche qui de toute façon, riche, super, de toute façon il va se casser la gueule. Non, il a pas besoin de se casser la gueule, ça se trouve il va même finir très très riche, C'est pas la question, on s'en fout de ça. Et justement, Luc devrait arriver à la conclusion d'être au-delà de cela. On a nos différences, on a nos machins, mais est-ce qu'on est amis, les gars? Comment on fait? Est-ce qu'on peut quand même encore parler? Et c'est ça qui compte. Tant qu'on arrive à parler, à discuter et à essayer de trouver un terrain commun d'entente, tu vois. C'est ça qui devrait être important. Mais bon, passons. Ils vont se mettre en route enfin et ils vont tomber sur Hatch. Ils vont trouver Hatch. Alors, ils vont trouver Hatch accroché dans les arbres, dans les branchages, un peu à la manière du cerf qu'ils ont vu en rentrant dans la forêt. Il est éviscéré, il est ouvert du plexus jusqu'aux jambes. Enfin, il est ouvert. Ses tripes sont parties, le foie est parti, tout est parti, quoi. Tout est parti. Alors, je sais pas si la créature les bouffe ou pas, ou c'est juste elle les accroche. Parce qu'il y a une ambiguïté sur la créature, on le verra tout à l'heure. On ne sait pas, moi je ne sais pas si elle est carnivore ou herbivore, en fait. Parce que elle est entre le chacal et la chèvre, quoi. Et le bélier. Donc bon. Toujours est-il que Hatch est complètement éviscéré et accroché, suspendu dans les branchages, exactement comme le cerf de l'entrée. Et là, ils sont, panique. Il y en a qui vomissent, il y en a qui pleurent, il y en a qui... Alors, une scène qui se passe ici, qui se passe dans le livre, qui ne se passe pas dans le film, c'est-à-dire que là, dans le film, ils tombent sur Hatch en suivant les traces de sang. Parce que maintenant qu'il y a de la lumière, ils suivent les traces de sang et ils tombent sur la carcasse de Hatch. Et là, ils sont dévastés. Dans le livre, c'est plus pernicieux que ça, parce que dans le livre, ils disent que bon, c'est foutu, ils laissent tomber Hatch, en fait, ils se mettent en route, et ils savent pas exactement quelle route prendre, et c'est au dernier moment qu'ils vont pour un trajet. Et quand ils prennent ce trajet, ils tombent quand même sur Hatch. Et donc, après le choc, Luc est le premier à se dire, mais attends, mais
comment ça se fait qu'il est là, sur ce chemin-là? Comment la créature a su qu'on allait passer par là? Donc elle est en train de nous suivre. C'est là qu'il met le mot de créature dessus. Parce que jusqu'à là, il y a encore ce débat du c'est un ours, c'est une créature sauvage. Et c'est là tout d'un coup qu'il sent poindre une intelligence chez cette créature qui les traque. Parce qu'elle a voulu qu'il voie Hatch, comme elle a voulu qu'il voie le cerf. Et donc c'est encore plus terrible parce que ça remonte l'intention de cette créature-là depuis au premier moment où ils ont mis les pieds dans cette forêt. Dès ce moment-là, il y avait déjà le cerf qui était là. Ils devaient tomber sur le cerf comme ils étaient censés tomber sur Hatch. La créature voulait qu'il voie ça. Donc là, tout d'un coup, ça lui prête une intelligence. Et ça la rend encore plus terrible. Ce n'est pas juste une bête qui chasse pour bouffer, c'est une créature qui s'amuse, en tout cas qui a un processus, là, qui a un procédé, qui a un rituel, du coup, c'est le mot, et qui tue et qui expose ses victimes. Et là, tout d'un coup, ils entendent la créature à côté. Donc, ils entendent ce fameux bruit de chacal, ils entendent ce fameux glapissement, ils entendent aussi ce grognement aussi. C'est la bête, elle est autour. Et là, Luke devient fou, il prend son couteau, il lui fonce dessus, il veut buter la bête. Les autres sont en panique, hein, ils se chient dessus. Luke, lui, ça y est, il veut, c'est fini. Il est sur les quais du métro avec le passager qui ne voulait pas le laisser descendre, qui l'a poussé, il veut en découdre. Il est prêt à crever s'il le faut, tu vois. Et donc, c'est lui qui fonce, c'est lui qui l'appelle, c'est lui qui hurle, mais la bête ne vient pas. Elle leur tourne autour, mais elle ne vient pas. D'ailleurs, je me demande même si dans le film, la bête a un bruit au-delà du sorte de rugissement, en fait. J'ai l'impression que le livre a essayé d'en faire un patchwork de différents cris qui, réunis ensemble, font un bruit très étrange, bizarre, qui est à la fois aigu, sournois, discret, rapide, mais en même temps dangereux, puissant, avec un coffre derrière, un glapissement, mélangé à un beuglement, un rugissement, voilà. Le livre a fait un patchwork de cris. Le film, dans mon souvenir, je crois me rappeler juste d'une sorte de growl, en fait, quoi. De rugissement, en fait. C'est tout. En tout cas, pas de bruit de chacal pas dans mon souvenir. Donc, dans cette colère de Luke, il arrive enfin à redescendre parce que assez rapidement, il comprend quand même que là, la bête ne va pas attaquer. Elle se contente juste de leur tourner autour. Elle provoque, en fait. Ou peut-être qu'elle prend du plaisir à sentir leur désarroi, à sentir leur peur. Parce que c'est une théorie qu'on arrive à se formuler, c'est-à-dire qu'elle les sent. Elle sent où ils sont. Par le nez, en fait, par l'odorat. Donc, elle peut sentir cela, elle peut sentir ces dégagements-là, peut-être on se dit de la peur, de machin. Donc voilà, elle adore, tu vois, elle est en extase, tu vois, peut-être. Elle est en plaisir, elle est en joie, quoi. Son glapissement est joyeux, là, autour d'eux, tu vois. Luke finit par redescendre. De toute façon, il avait juste son petit couteau de poche, là, donc il allait pas faire grand-chose, hein, mais il était prêt. Et en fait, il redescend à terre parce que les autres l'appellent. Et là, il revient à eux. Et ils sont terrifiés, ils ont même peur de lui. Et là, ils se rendent compte qu'ils ne l'ont jamais connu, en fait, qu'ils ne le connaissent pas. Qu'ils ne le connaissent pas vraiment. Ils ont jamais vu cet aspect de lui. Ils ont jamais vu ce côté de lui. On peut se dire qu'ils auraient été très surpris de le voir dans le métro se bagarrer avec quelqu'un, parce que c'est sûr que le soir même, quand il se voit au bar en train de parler, c'est pas la chose qu'il va raconter, en fait. Donc, effectivement, il découvre, en fait, chez lui, ce côté sanguin, ce côté presque fou dans la colère, en fait. D'une colère démesurée, en fait. Il redescend à terre, et là, il commence à débriefer. Et Dom continue à ne pas vouloir en parler. Pour lui, c'est un animal, un loup, quelque chose. Et ils sont là en mode, et Luke commence à leur expliquer sa théorie. Il a dit, mais putain, mais les gars, mais on arrête avec ça, on arrête. C'est pas un humain, on a senti, on le sait, c'est pas un humain, déjà, donc on arrête avec ça. Mais quel animal, putain, de quoi tu parles? Quel animal mettrait un humain comme ça dans les branchages? Quel animal? Il réfléchit 2 minutes, et putain, vous savez, et là, sous le ton de la confidence, il nous a suivis avec la carcasse de Hatch. Il a attendu de voir où on allait passer, il nous a devancé, il l'a mis en vitesse, donc ça veut dire déjà, il est puissant, rapide, il a grimpé aux arbres, il l'a monté là, pour qu'on tombe dessus. Pourquoi un ours se ferait chier à faire ça? Donc, ce n'est pas un putain d'ours. Donc, on arrête, tu vois. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on creuse le truc. Qu'est-ce qu'on sait? On met en commun nos connaissances. On essaie de savoir le truc. Dom, qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu dans le truc? Il a dit, j'ai rien vu. Il dit, non, mais n'importe quoi comme info. Est-ce que ça rampait? Est-ce que ça marchait à 4 pattes? Comment c'était, tu vois? Et Dom ne peut pas. Il peut pas. C'est plus fort que lui, il peut pas. Il dit, elle avait Hatch dans sa gueule, voilà. Que la créature tenait Hatch dans sa gueule comme un chien tient un os, tu vois, donc il peut pas en parler. Luke interroge Phil, du coup, et Phil dit, c'est la créature à laquelle on faisait ses sacrifices. Et en fait, et là, Phil commence à parler de ses rêves, de ses sentiments qu'il a eus. Et en fait, tout ce qu'on a vu, le cimetière, la maison, il s'est passé des choses terribles, en fait. Et cette créature, pendant des années, on l'a nourrie d'humains, enfin, on lui a offert des humains en sacrifice. Et ça, il y a très longtemps. Et là, pour la première fois depuis longtemps, il a l'occasion de refaire cela. Parce que il n'y a plus personne dans ces bois. Enfin, pour le moment, on croit qu'il n'y a plus personne. Mais en tout cas, il n'y a plus personne à offrir qui vient dans ces bois. Donc là, elle est contente. Donc là, c'est l'euphorie pour la bête. Et Dom essaie encore une fois d'interrompre Phil. Et là, Luke va enfin le remettre à sa place, va enfin lui dire, écoute Dom, t'arrêtes, t'as pas voulu qu'on parle et maintenant on va se faire bouffer. Je te dis là, maintenant, soit on ouvre les yeux sur ce qui est vraiment en train de se passer, là en ce moment, soit on continue à le nier et ça va nous bouffer en fait. Et ça rappelle vraiment l'attitude de Luke par rapport à sa vie, par rapport à comment il voit la ville, comment il voit les gens de la ville.
ces gens du réseau, ces gens de la communication, des buzzwords, des mots à dire, de comment paraître, de tout cet exercice de rhétorique pour paraître d'une certaine manière en société, et que lui refuse, et que lui analyse cette vie de merde qu'il a en fait, et cette façon pour lui, il faut voir les choses pour qui ils sont, tu vois. Et ça rappelle presque ça à ce moment-là. Et il dit à Dom, il dit à Dom, arrête de nier ce truc, arrête de dire que ça n'existe pas, parce que c'est comme ça que ça va te bouffer en fait. La première chose à faire ici, c'est de reconnaître qu'on a affaire à un truc pas normal. Et maintenant, on va voir comment on fait. Et ils ont presque la même embrouille dans le film aussi, même si en réalité, ça ne va pas aussi loin. Il parle pas d'ouvrir les yeux. Dom dit non, c'est mort, arrêtez vos conneries, putain, c'est des chasseurs, c'est des sortes de rednecks suédois qui adorent buter des touristes, quoi, tu vois, comme c'est déjà arrivé, voilà, un scénario un peu à la Colline à des yeux, tu vois. Et Phil, en fait, va juste te dire, arrête, maintenant tu te calmes, t'arrêtes de gueuler, c'est bon. On va sortir d'ici, on va vivre, ok, parce que voilà, il lui fait une sorte de speech qui remotive en fait. Donc un petit raté de la part du film, mais c'est vrai qu'en même temps ils n'ont pas décrit Luc de la même façon, donc ça n'a aucun intérêt pour eux de défendre, de présenter ce point de vue-là où Luc est celui qui veut qu'on ouvre les yeux. Si on n'ouvre pas nos yeux sur ce phénomène, sur ce qui nous accable, on va se faire bouffer. Donc faut au moins commencer par ça, faut au moins commencer à reconnaître que ça ne va pas, qu'on est dépassé, et après on voit, tu vois. Donc il y aura peut-être pas de solution, et Luc est un pessimiste d'ailleurs, pour lui les merdes qui lui arrivent doivent toujours lui arriver, en fait sa vie est de toute façon foutue, donc mais voilà, il va voir les choses pour ce qu'elles sont, il ne va surtout pas se mentir. Le Luc du film n'étant pas le même, ce propos n'est pas développé dans le film. Et d'ailleurs c'est au moment de partir que je trouve que Dom va un peu remonter dans notre estime, c'est que malgré tout ce qui est en train de se passer, c'est son ami qui est là-haut dans les arbres, quoi. Donc pour lui, on va pas le laisser là, on va l'enterrer. Et Luc dit, on n'a pas le temps, machin, il faut qu'on se barre, on est en danger, tu vois. Et Dom va se faire chier avec son genou pété, on descend à Hatch et on met des brindilles sur lui s'il le faut, mais on l'enterre, quoi, parce que c'était leur pote, c'était leur putain de pote, tu vois. Et c'est le deuxième pote qu'ils perdent. Enfin, dans le film, c'est le deuxième pote qu'ils perdent. Et là, Dom remonte un peu dans notre estime. Ce moment est très touchant. C'est un moment très touchant, là. Cette tombe improvisée. Je sais plus dans quel film on disait ça, d'ailleurs, à quoi on reconnaît. C'est pas dans Terminator 5? Tu sais à quoi qu'est-ce qui fait la différence entre les hommes et les machines? C'est que nous, on enterre nos morts. Et ouais, je crois que c'est dans Terminator 4. La référence. Ouais, le gamin, je crois que c'est Kyle Reese, gamin, qui est accosté par cet homme qui est devenu cyborg, mais qui ne le sait pas, et qui lui dit, moi, je reste pas avec vous, moi, j'ai une mission, je me casse, tu vois. Et le gamin lui fait, tu sais ce que nous différencie des robots? C'est que nous, on enterre nos morts, mais toi, personne ne viendra t'enterrer, en fait. Vu que tu nous abandonnes comme ça, comme des merdes, et que tu vas tout seul. Enfin, tu ne penses à personne d'autre qu'à ta gueule, donc personne ne viendra t'enterrer, donc t'es comme les machines, donc tu peux aller crever avec les machines. Ça me fait un peu penser à ça. Même si ça n'a absolument rien à voir. Mais s'il y a un rapport, qui dit Terminator dit Predator, et qui dit Predator dit cette chasse à l'homme. Ah oui, ça fait très Predator à un moment donné, parce que là, ça y est, la bête va commencer à les prendre un par un. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi un par un. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure, parce que le Predator a une raison. C'est par honneur. Il se bat un à un, il te donne tes chances. Si t'as des guns, il a des guns. Si tu veux te battre au sabre, il prend un sabre. Si tu veux te battre au couteau, il se bat au couteau. Et l'idée, c'est qu'il gagne et qu'il te prend en effigie, en fait, en trophée de chasse. C'est la raison pour laquelle il chasse un par un. Il élimine les gens un à un. C'est à la loyale, quoi, si tu veux. Là, la créature, on va voir que c'est un peu plus complexe. Et ça ne tient pas forcément la route. Mais on va voir. Ça, c'est après.